Cette première édition de l'année 2015 de Makisport sur LTM Télévision. C'est un plaisir de vous retrouver. Question de partager avec vous ces moments de sport. Et ce soir, nous allons mettre l'accent sur le football. Et le football, c'est bien la CAN 2015 dont la phase finale aura lieu du côté de la Guinée équatoriale. La compétition démarre le 17 janvier 2015 avec bien sûr la participation des Lions indomptables du Cameroun. Nous aurons donc l'occasion de décrypter l'actualité de cette CAN 2015 avec nos consultants sur ce plateau. Et puis ce soir, nous allons aussi parler du bilan des activités sportives dans la région du littoral et on aura naturellement l'occasion de parler du cyclisme, du kickboxing. On jettera également un regard sur le powerlifting et bien d'autres disciplines qui ont marqué l'actualité du sport dans la région du littoral. Le Kung Fu sera également au menu, tout comme l'haltérophilie, dont nous allons évoquer quelques aspects ce soir dans le cadre de Makisport. Et ce sera bien sûr un plaisir de partager ces grands moments de sport avec vous sur LTM Télévision. Merci de nous accorder votre aimable attention et encore bonsoir. Voilà, nous allons commencer par l'actualité sportive dans la région du littoral. Actualité 2014 oblige. On va poser un regard sur le cyclisme dont les conflits ont eu lieu au courant de l'année 2014. Et on a noté pas mal de mutations au sein de cette discipline sportive, précisément dans la région du littoral. Et puis des bouleversements qui n'ont pas fait plaisir à certaines parties. Pour vous situer sur la situation qui a prévalu en 2014 au sein de la grande famille du cyclisme du littoral, je vous invite à suivre ce reportage. Après les élections organisées le 13 septembre 2014 à la Ligue régionale de cyclisme du littoral, des voix s'élèvent et les jours à venir s'annoncent troubles alors que les nouveaux élus estiment que les règles du jeu ont été respectées. Je crois qu'il faut qu'on évite de s'aimer l'amalgame dans des incompréhensions. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on a toujours fait le contexte. Pour moi, je pense que tout a été transparent, tout a été fait suivant les règles de nos statuts. Oui, la reprise des élections, vous savez, sont les membres de l'Assemblée générale 2008 qui ont convoqué cette assemblée, cette assemblée élective, et il y a eu élection. Vous avez assisté comme tous les autres membres, tout s'est bien déroulé selon les nouveaux textes de la Fédération camerounaise de cyclisme. Moi déjà là, je ne peux pas entrer dans ces polémiques-là. Selon les candidats déchus, les organisateurs de ces élections ont agi en violation des exigences du CNO qui avait souhaité que le processus électoral soit repris à la base dans le littoral. La Chambre de conciliation et d'arbitrage avait demandé la reprise, je parle bien de la reprise des élections de janvier 2013. Quand on dit reprise, ça veut dire qu'on reprend les mêmes candidats, le même collège électoral, et on fait de nouvelles élections avec les mêmes parce que les anciennes élections ont été entachées d'irrégularité. Or, dans les anciennes élections dont on demande la reprise, M. Jacques Cuissy était premier vice-président. Mais je suis curieux de voir au jour d'aujourd'hui que Jacques Cuissy devient carrément président, alors qu'on parle d'une reprise. Les élections à la Ligue régionale de cyclisme du littoral visant à écarter certains candidats, des doigts accusateurs sont pointés sur certains cadres du ministère des Sports dont la mission serait de fausser le jeu. D'où vient-il aujourd'hui que le directeur des normes s'investit et devient l'avocat de M. François Ndjeli pour faire imposer par force une élection à Douala parce qu'on veut faire évincer un acteur bénévole qui s'appelle Abel Amoubel. Le véritable problème, c'est qu'au niveau de la fédération, vous savez, ceux qui ne travaillent pas ont souvent peur de ceux qui travaillent. Nous sommes arrivés à la Ligue régionale du littoral parce que nous avons un projet, un programme de travail. Et depuis que nous avons commencé à mettre sur pied ce programme de travail, ça inquiète certaines personnes. Guerre de personnes, bataille d'intérêts, le cyclisme camerounais risque de prendre encore un grand coup. Le décor avec le cyclisme, il y a eu plusieurs disciplines sportives en conflit en 2014 au sein de la grande famille du sport du littoral. Et pour en parler, nous avons sur ce plateau le délégué régional des sports du littoral, M. Emmanuel Nguidjo, qui nous a fait l'honneur d'être là ce soir dans le cadre de Makisport sur LTM Télévision. Monsieur le délégué, bonsoir et bonne année. Bonsoir Saphir, bonsoir à tous les téléspectateurs de LTM Télé et pour l'émission Makisport et à qui je formule les vœux les meilleurs, très sportivement, les vœux les meilleurs pour l'année
2015 qui vient de commencer. Voilà, merci monsieur le délégué. On sait que vous êtes un homme très engagé dans le sport au niveau du littoral. On vous voit dans presque toutes les manifestations sportives. On aimerait bien savoir quelle est l'alchimie que vous utilisez ou alors que les autres utilisent pour vous avoir régulièrement dans leurs événements au niveau du littoral. Non, il faut dire que je ne suis pas engagé. Je suis chargé d'une mission régalienne de suivi et de contrôle de l'accompagnement du mouvement sportif régional. Il va donc de soi que là où on parle sport, éducation physique, chaque fois que le délégué est interpellé, invité, convié, nous faisons un effort pour être là, de manière à être les témoins même de l'événement et pouvoir, n'est-ce pas, dissiper les nuages s'il y en a, ou alors rendre compte fidèlement à la hiérarchie de ce qui s'est passé. C'est pour cela que nous faisons un effort pour être partout où, je le dis, on parle sport, éducation physique. C'est un devoir régalien en réalité. Alors, vous le faites aujourd'hui, mais il convient quand même de préciser, monsieur le délégué, que plusieurs de vos prédécesseurs ne l'ont pas fait à leur époque dans la région du littoral. Comment expliquer tout cela? Non, non. Nous ne sommes pas ici pour juger. Il ne s'agit pas d'un procès de vos prédécesseurs. Mais je dis que, comme je l'ai dit, ma mission, c'est de suivre, de contrôler. On ne peut pas assurer le suivi et le contrôle en étant au bureau, n'est-ce pas? Il faut être un acteur présent sur le terrain, n'est-ce pas, pour vivre en direct les faits et de manière à apporter un jugement de valeur par rapport à ce qui s'est passé. S'il arrive qu'au cours d'un match, il y a un incident, il faut bien que je puisse moi-même faire une analyse synthétique de ce qui s'est passé, que j'interpelle ceux-là même qui ont été à l'origine. Mais si on vient me raconter, vous imaginez ce qu'on vient me raconter sera sûrement différent de ce que j'aurais vu moi-même. C'est pour cela que, en réalité, je ne fais aucun effort pour être présent. Chaque fois que j'ai l'occasion d'être présent, si ce n'est moi, ce sont mes collaborateurs. Chaque fois que nous avons l'occasion d'être présent, conviés, nous ne faisons pas d'effort, nous sommes là, parce que nous pouvons être les témoins de l'histoire. Nous pouvons être privilégiés de manière à ce qu'on ne dise pas. Et puis, vous savez, il y a des moments où vous-même, les journalistes, enfin les hommes de médias, quand vous ne nous voyez pas, vous ne savez pas pourquoi on n'est pas là. Et c'est généralement parce que nous ne sommes pas informés. Il y a des fédérations sportives, non, je veux dire les ligues sportives régionales, qui en catimini ou alors n'ont parfois pas jugé opportun de nous convier à leurs activités. C'est pour ça que vous ne voyez pas. Mais nous sommes prêts à les accompagner parce que c'est une mission régalienne. Nous sommes chargés de cette mission et puis nous voulons l'assurer jusqu'au jour où nous ne serons plus là. Alors, si vous permettez, monsieur le délégué, avant qu'on évoque le bilan de la saison 2014 sur ces antennes, j'aimerais quand même vous faire savoir que nous avons eu l'occasion de rencontrer certains de vos collaborateurs qui ont été nommés au niveau des arrondissements et qui éprouvent encore des difficultés quant à la gestion ou tout simplement la mise en pratique de certaines missions qui leur sont confiées dans les différents arrondissements, des problèmes d'ordre administratif, des problèmes matériels et bien d'autres, n'est-ce pas, pour accomplir leur mission. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est avec cette situation? Oui, il faut dire que quand on crée un nouveau service public dans une circonscription administrative, il va de soi qu'il y ait des difficultés d'implégnation sur le terrain. C'est des délégations d'arrondissement, n'est-ce pas, qui en réalité qui sont actives parce que des responsables ont été nommés par les soins de monsieur le ministre des Sports et de l'Éducation physique, qui en réalité travaillent en étroite collaboration avec les chefs des unités administratives, c'est-à-dire les sous-préfets. Et aujourd'hui, ces autorités administratives qui en fait représentent la plus haute autorité de l'État dans leur circonscription administrative est chargée dans un premier temps de leur trouver, n'est-ce pas, un local de manière à s'installer. Et comme ils sont leurs conseillers directs, conseillers techniques directs, ils travaillent en synergie, en collaboration tous les jours. Bon, maintenant, si on ne peut pas encore de manière effective ou évidente, n'est-ce pas, constater leur action sur le terrain, c'est tout simplement aussi peut-être parce qu'ils n'ont pas encore d'autres collaborateurs et ils sont seuls. Mais pour ce qui est de leur mission,
leurs missions sont bien définies dans le décret portant organisation du ministère des Sports et Éducation physique. Et aujourd'hui, il n'est pas question, n'est-ce pas, qu'on entrave leurs missions ou bien qu'on dissipe ou bien qu'on fasse ombrage sur eux. Ils sont responsables dans leurs arrondissements. D'ailleurs, depuis du 10 au 12 décembre, nous avons tenu notre réunion d'évaluation des activités au cours de laquelle chacun s'est une fois de plus approprié la mission. Chacun a donné son plan d'action pour l'année 2015 et puis vous allez réaliser que au fur et à mesure que le temps va passer, ils vont prendre le là. C'est-à-dire qu'ils seront en plein, ils auront la maîtrise de leur circonscription administrative, y compris les activités qui seront menées. Monsieur le délégué, devant tout ce que vous venez de dire, on a le sentiment que ces manquements sont une conséquence, n'est-ce pas, de la mauvaise étude de ce projet au niveau des arrondissements, nomination des délégués d'arrondissement. Peut-on parler d'une nomination pour rien? Non, on ne saurait parler de nous, puisque c'est prévu dans le décret portant organisation du ministère des Sports depuis 2012. Ça veut dire que l'État, à travers lui le ministère des Sports et de l'Éducation physique, a prévu qu'il y ait des délégations d'arrondissement. Bon, ben maintenant, vous savez, l'État fonctionne d'une manière certaine. Quand on nomme des cadres alors que le budget est déjà voté, il faut attendre que cette année passe pour mettre... pour intégrer ces services dans le budget de l'année en cours, de l'année qui va commencer. C'est fort de cela que vous allez constater, si vous les approchez, que quand sûrement les cartons de crédit vont être disponibles pour l'année 2015, ils auront leur budget de fonctionnement. Ça veut dire que tout est planifié. Tout est planifié et nous pensons que non, ça n'a pas été fait au hasard. Ils ont été nommés, je crois, en février ou en avril. Bon, mais l'année était déjà lancée. Il fallait attendre que l'année arrive à son terme. Elle est arrivée à son terme. Maintenant, nous commençons une nouvelle année. Vous allez vous rapprocher d'eux. Et ils vont vous dire qu'ils commencent déjà à prendre aisance du fonctionnement et de l'appropriation de leur mission. Voilà, monsieur le délégué, vous êtes les yeux et les oreilles du ministre des Sports dans la région du Littoral. Vous suivez les activités des différentes ligues régionales. Alors aujourd'hui, quel bilan peut-on faire des activités menées dans votre région? Oui, je voudrais sincèrement dire ici que sur les 23 ligues sportives civiles régionales qui existent dans la région du Littoral, il y a pratiquement 22 qui ont été actives au cours de l'année 2014. Oui. Et quand je dis actives, qui ont pu organiser une activité, mais les 23 ont participé à toutes les activités qui ont été, parce que la 23e, c'est la Ligue régionale de gymnastique, malheureusement, qui n'a pas organisé une activité compétitive, mais qui a contribué à la participation de notre délégation régionale du littoral aux Jeux nationaux du Cameroun du 17 au 22 à Yaoundé. Alors nous pouvons donc dire, s'il faut globaliser, que toutes les ligues ont été en réalité actives, même si elles ne l'ont pas été à mon souhait et à mes désirs, c'est-à-dire qu'atteindre les performances que j'aurais souhaité, c'est-à-dire organiser des activités de manière permanente qui intègrent les 4 départements de notre région, y compris les équipes et les athlètes. Bon, ben, mais je puis vous rassurer que les 23 ligues ont été actives. Oui, monsieur le délégué, on sait quand même qu'il y a eu des problèmes au sein de votre région. D'abord, on va commencer par le cyclisme qui a connu pas mal de problèmes, avec bien évidemment des élections reportées, renvoyées à plusieurs reprises, et puis au finish, on arrive à une élection qui forcément ne satisfait pas toutes les parties. Alors vous, comment est-ce que vous avez pu gérer cette situation? En réalité, nous sommes chargés des activités régionales. Et nous avons constaté que le littoral fait l'objet de convoitises et d'un regard certain pour ce qui est de certaines fédérations. C'est fort de cela que vous allez constater qu'il y a des perturbations
dans certaines ligues sportives civiles régionales. Ces perturbations viennent généralement d'un regard malveillant ou bien d'un pouvoir que la fédération veut exercer sur les ligues, notamment le cyclisme. Vous avez le cyclisme, vous avez le kickboxing, vous avez le volley, et je crois qu'il y a bien d'autres. Le rugby qui a connu pas mal de problèmes aussi? Non, en réalité, au niveau du rugby, le rugby n'a même pas... Le rugby a fonctionné. La ligue, le problème, c'est que au niveau, pour ce qui est du rugby, par exemple, quand nous avons quand nous avons approché les responsables du rugby, ils se sont offusqués de ce qu'ils ne connaissent pas le nouveau bureau de la fédération qui a été élu à Yaoundé. Mais ici, sur place, il y avait le premier vice-président, n'est-ce pas, qui est résident dans la région du littoral et qui voulait passer pour être le président de la Ligue, ou alors qui voulait passer pour être le président de la fédération, et respect des textes de la République et de la loi. J'ai été obligé de saisir le ministre pour lui dire que les fédérations ont leur siège à Yaoundé, n'est-ce pas, et dans les régions, ce sont les ligues. Si le président, le vice-président de la fédération camerounaise de rugby est résident à Douala, il faut qu'il mène les activités dans toutes les autres régions du Cameroun, pas seulement à Douala. Et vous avez constaté que depuis que cette clarification a été faite, il y a une accalmie au niveau du rugby. Bon, au volleyball, il y a encore des petits remous. Si vous permettez, monsieur le délégué, pour rester un peu dans le rugby, je voulais quand même préciser que nous avons eu le président de la fédération, maître Jean-Daniel Icalé, qui nous a fait savoir que les membres de la Ligue du Littoral sont radiés des activités de la fédération, et c'est une situation qui peut créer encore une bataille au sein du littoral. Oui, en réalité, nous ne sommes pas encore tenus informés de cette situation. Vous savez, l'administration est écrite comme on le dit. Et puis, le sport est une mission de service public. Ce n'est pas parce qu'on est président de fédération. Il y a une loi, n'est-ce pas? Et puis, il y a les instructions qui organisent les activités. Nous sommes dans une région, il y a un bureau de ligue qui a été élu. Si le président de la fédération estime qu'il peut radier, il peut même radier tout le monde, ça c'est leur fédération, mais il faut qu'ils s'en tiennent au texte et qu'ils respectent la réglementation en vigueur pour ce qui est des textes de la République. Bon, au-dessus de nous, nous avons la direction des normes et du suivi des organisations sportives qui sûrement, s'il y a ce genre de problème, va trancher. Mais pour le moment, nous savons qu'il y a une ligue régionale de rugby qui a été élue en bonne et due forme, et jusqu'à preuve de contraire, nous n'avons pas encore reçu de la fédération caution pour organiser, non seulement pour organiser les élections ou bien pour démettre cette ligue de sa mission. Donc nous attendons, si tel est le cas. C'est pour la première fois que j'ai cette information. Nous avons eu des sources sûres, le président de cette fédération par voie de téléphone. Alors maintenant, il y a une discipline qui vous donne du fil à retordre, le kickboxing, dont les acteurs n'arrivent toujours pas à accorder leur violon. On a un véritable problème de sémantique, on nous parle de coordination, on nous parle de ligue régionale, on est un peu perdu et les batailles se poursuivent toujours. Non, le kickboxing n'a pas de ligue. D'abord que la fédération camerounaise de kickboxing avait été déclassée pour être une fédération d'équipe. Avait été déclassée pour être une fédération d'équipe, et c'est fort de cela que les fédérations d'équipe sont celles-là même qui ont le devoir et le pouvoir seulement de désigner ou de nommer des coordonnateurs régionaux. C'est dans le cas pour le littoral où il y a un coordonnateur régional qui s'appelle M. Mbang, qui a été désigné par les bons soins du président et Sissima de la fédération. Bon, ben maintenant, Maître Mbang, il mène ses activités. Il arrive qu'il ne soit pas en accord avec certains pratiquants de cette discipline sportive, mais je voudrais vous dire en réalité que c'est des fossoyeurs du sport à un moment donné qui ne veulent pas respecter la réglementation. Il y a beaucoup d'individus qui viennent au sport pour leurs intérêts, pour servir leurs intérêts personnels.
n'est-ce pas? Et chaque fois qu'ils trouvent une petite faille, ils ont envie de l'exploiter pour détruire la jeunesse, pour la détourner et pour la détruire. Moi, je crois que c'est le cas du kickboxing, où certains pensent qu'ils sont mieux et ils sont plus et mieux lotis que d'autres pour parler du kickboxing. Et moi, je leur dis, en réalité, ce n'est pas de ça qu'il est question. Il est question de fédérer les énergies positives pour l'avancement et surtout l'encadrement de la jeunesse sportive qui, en fait, parfois est en proie au choix, en proie à des difficultés. Dans le littoral, il y a 3 acteurs principaux. Il y a Maître Mban, il y a Maître Chijou du Plaisir et il y a Maître Clément Kameni. Bon, ben, je dis qu'en dessous, il y a d'autres problèmes qui ne sont pas des problèmes sportifs, ça il faut le reconnaître, qui ne sont pas des problèmes sportifs, qui sont des problèmes de personnes, des problèmes de ceci, des problèmes quartiers qui n'ont rien à voir avec le sport. Parce que si aujourd'hui, Saphir, si je viens te demander de l'argent et que toi tu prennes cette affaire d'argent pour amener au sport, ce n'est plus une affaire de sport. Et c'est de ça qu'il est question. Quand M. Sijou du Plaisir veut dire que c'est lui qui forme, M. Sijou du Plaisir, par exemple... Il vient de créer la Fédération camerounaise de foot contact. Non, il n'a pas créé. Il ne peut pas créer. Il fait du dilatoire. Et il le fait peut-être dans vos médias. Parce que M. Sijou du Plaisir, son association est régie par la loi de 90 sur les associations. Mais c'est une association du ministère des Affaires sociales. Tout à fait. C'est une association du ministère des Affaires sociales. Et je le lui ai dit, et si je vous montre mon téléphone, monsieur Sijou du Plaisir m'a appelé il y a 2-3 jours pour se plier en 4 et demander des excuses parce que je lui ai dit, s'il continue, je vais le faire entendre sur procès verbal et le poursuivre. Parce qu'il mène des activités dangereusement clandestines dans la région du littoral qui exposent des enfants d'autrui et il estime qu'il les canalise. Il ne peut pas, quelqu'un ne peut pas prétendre prendre les enfants de la rue, les faire battre et dire qu'il les sort de la détresse, qu'il veut leur trouver du travail et tout, et que les enfants ne soient pas assurés à l'occasion des joutes ou à l'occasion des organisations sportives. Je dis que non, ça c'est un niveau de délinquance, n'est-ce pas, qu'il faut combattre. Et c'est ça mon rôle, c'est pour ça que je dis que nous avons pour mission de suivre et de contrôler. Bon, ben, derrière cela, M. Sijou sûrement se fait de l'argent en organisant ces galas, en organisant ceci et cela. Malheureusement, il expose des enfants des autres à des accidents graves et parfois très graves qui peuvent entraîner même une impotence et tout. Donc moi je dis, il faut que nous soyons sérieux. Pour ce qui est de Maître Kameni, il a son contentieux avec Maître et Sissima, qu'ils aient réglé leur contentieux fédéral à Yaoundé. Hein, qui ne viennent pas mettre le feu dans la région du littoral, encore que je ne leur donnerai pas l'occasion de mettre le feu. Chaque fois qu'il y a de problème, nous faisons des efforts pour les ramener à l'ordre, pour baisser la tension, et nous pensons que jusqu'à maintenant, il n'y a pas encore de problème. Mais nous voulons quand même profiter ici pour attirer l'attention du président de la Fédération camerounaise de kickboxing, pour qu'il essaye lui-même de mettre de l'ordre dans sa maison. Parce que ce n'est pas nous qui allons chaque fois balayer sa maison. Il faut qu'il commence lui-même par mettre la propreté dans sa maison parce que l'odieux acte qu'il a posé à l'occasion de la Coupe du Cameroun. Vous demander où est-ce qu'on en est avec ce problème. De la Coupe du Cameroun de kickboxing au centre de jeunesse, au camp de l'unité de Newbel, n'est-ce pas, est regrettable, indigne pour un responsable de son rang. Alors je pense qu'il a tout intérêt, n'est-ce pas, à revenir sur terre et à venir rencontrer l'autorité administrative locale de manière à se plier en 4 pour, n'est-ce pas, laver cet affront. Oui,
C'est de ça qu'il est question. Voilà, alors on va maintenant poser un regard sur le powerlifting, dont les acteurs se sont bien illustrés au championnat d'Afrique et qui malheureusement sont encore abandonnés à eux-mêmes, pas de prime jusqu'à ce jour, et les plaintes vont dans tous les sens. Monsieur le délégué, que dire à ces athlètes pour les assurer que tout est, du moins peut-être qu'ils auront leur prime dans les jours à venir, parce que les médailles d'or, ça se paye quand même, monsieur le délégué. Non, c'est les affaires nationales. C'est-à-dire que nous ne sommes pas ici pour gérer les affaires nationales. Le powerlifting est allé, et le président de la Fédération camerounaise de powerlifting peut vous dire les démarches que nous avons entreprises pour qu'ils puissent voyager avec ces athlètes pour l'Algérie. Et je pense qu'au retour de là, n'est-ce pas, il faut qu'il aille s'adresser à qui de droit pour que les primes, si les primes étaient prévues, pour que les primes soient reversées aux athlètes. Ici, nous ne pouvons pas savoir. Moi, je ne connais pas les affaires de primes. Moi, je n'ai pas de carton pour payer les primes. Logiquement, qui établit les primes, monsieur le président? Est-ce la fédération, le ministère? Parce que les athlètes sont un peu confus dans le président est mieux placé. Le président de la fédération est mieux placé pour répondre à cette question parce que c'est lui qui est en contact avec les hautes autorités ou les hautes personnalités du ministère des Sports et de l'Éducation physique. Nous gérons les problèmes au niveau de notre région, n'est-ce pas? Et si vous nous demandez les problèmes de primes au niveau régional, nous allons vous répondre. Mais si c'est sur le plan national, vraiment, nous sommes très mal placés pour parler des problèmes de primes au niveau national pour quelque discipline sportive que ce soit. Alors, le casse-tête chinois en 2014 a été le football. Il y a eu du pain sur la planche pour vous, monsieur le délégué, des batailles de part et d'autre, et au finish, une élection qui, jusqu'à aujourd'hui, fait couler beaucoup d'encre et de salive. En réalité, pour nous, à notre niveau, c'était même pas un casse-tête chinois parce que nous étions préparés pour cela. Vous savez, le football, au lieu de fédérer, n'est-ce pas, aujourd'hui, excusez-moi le terme, des individus ou bien des bandits au col blanc, n'est-ce pas, ont décidé de gérer ce football. Vous savez, moi, j'ai souvent dit, j'ai eu la chance, si je n'avais pas eu la chance d'avoir été footballeur, ça, je vous ai dit, j'ai joué en première division, j'ai été entraîneur en première division, et ça fait que je connais un peu le milieu du football il y a 30 ans. Il y a 30 ans, il n'y a plus ces hommes de dignité, de responsabilité avérée à la tête de nos structures, à la tête de nos équipes et à la tête même des instances dirigeantes de notre football. Bien, ce que nous avons vécu dans le littoral, n'est-ce pas, est désolant, est vraiment désolant. C'est très désolant pour le littoral qui est le berceau du football camerounais, parce que vous savez, le football est entré au Cameroun par Goth, n'est-ce pas, par Douala. Mais si aujourd'hui, il faut que ce football soit traîné, bon, ben, heureusement que peut-être que ils vont se reprendre. Aujourd'hui, on parle de ceci et de cela, et sans scrupules, sans vergogne. C'est n'importe qui pense qu'il peut devenir dirigeant de notre football, tout simplement pour servir ses intérêts personnels égoïstes, ou alors pour servir les intérêts d'un groupuscule d'amis ou d'un groupuscule de camarades de beignets haricots qui se sont retrouvés, n'est-ce pas, pour nuire à la jeunesse. Parce que pour moi, tout ce qui me gêne, c'est l'aliénation de la jeunesse, que ce soit au masculin comme au féminin. Parce que imaginez un seul instant, j'ai la chance d'être né dans cette région et surtout dans cette ville, et d'avoir travaillé déjà 20 ans de ma carrière sur les 29, pour dire que vraiment c'est regrettable. Il y a des enfants qui abandonnent l'école à 14 ans, 15 ans, 16 ans, pour rêver de devenir footballeur. Mais comment peut-il devenir footballeur dans cet esprit, dans cet état, dans cette situation? Non. Et puis ce qui est ahurissant, c'est que les parents accompagnent même ces enfants dans ces projets. Quand vous regardez au fond, tous ces gens
j'ai comme l'impression qu'ils ne pensent pas à cette jeunesse. Ils pensent plutôt à eux-mêmes. Tous ces gens qui luttent là, hein, quand vous voyez là, vous pensez qu'ils sont là pour la jeunesse. Il s'agit des batailles d'intérêt, ils sont là pour des batailles. Non, il ne s'agit pas. C'est pour les batailles d'intérêt. Et puis pas n'importe quel intérêt. C'est les intérêts pécuniaires. C'est pour l'argent. Parce qu'on va vendre, parce que c'est des esclaves, on dirait. C'est-à-dire qu'on va vendre un enfant, et puis ça va rapporter 50 millions, et puis, ou bien 100 millions, et tout, et tout, et tout, et tout. On va, un enfant de 20 ans que j'ai connu quand j'étais entraîneur, aujourd'hui, on me dit qu'il a 16 ans. Et voilà autant de choses qui se passent, n'est-ce pas, dans notre milieu de football. Monsieur le délégué, devant des problèmes qu'on a connus dans le football, est-ce que vous pensez que la nouvelle équipe dirigeante pourra véritablement bien travailler? Est-ce qu'on ne va pas vivre des moments de tension une fois de plus dans cette région? Non, nous ne souhaitons pas qu'il y ait de la tension. Moi, je voudrais plutôt souhaiter qu'il y ait une synergie positive. Il faut que les enfants du littoral, n'est-ce pas, s'asseyent, n'est-ce pas, les enfants de tous les bords, de tous les partis, s'il faut le dire ainsi, s'asseyent et mettent au devant non seulement l'image de marque de cette région. Vous savez, il y a 4 ou 5 jours, le littoral a été auréolé au Nigeria avec le Rix de Douala, n'est-ce pas? Moi, ça rentre dans l'histoire. Ça rentre dans l'histoire. Ça veut dire que cette région a quand même un potentiel énorme, n'est-ce pas, à vendre, pas seulement au Cameroun, mais dans le monde entier. Et cette région représente pour le Cameroun ce que beaucoup de régions ne représentent pas, que les autres m'excusent, mais c'est de la vérité. Alors, il faut que les enfants du littoral taisent un peu les querelles, n'est-ce pas, intestines, mais pensent non seulement à l'image de cette région, mais aussi aux enfants de cette région du littoral, à la jeunesse, n'est-ce pas, cette jeunesse qui est talentueuse, cette jeunesse qui est pétrie, cette jeunesse qui a tout, n'est-ce pas. Tout à l'heure, là, avec madame l'entraîneur, on parlait de ce que nous regorgeons de talent. C'est-à-dire que nous avons un potentiel humain énorme. Malheureusement, qui est dépravé, qui est détourné, les intérêts égoïstes, n'est-ce pas, priment les enfants. Alors, monsieur le délégué, on annonce le championnat pour bientôt. Est-ce qu'à votre niveau, vous avez pris certaines dispositions pour qu'on évite, n'est-ce pas, des situations qu'on a vécues il y a quelques mois du côté de Pouma et peut-être même ce qu'on a vécu il y a quelques mois dans cette région du littoral? Non, les fédérations sont chargées d'une mission de service public et elles ont les textes. Nous accompagnons le mouvement sportif par les fédérations. Il faut dire que chaque fédération a les textes qui régissent, n'est-ce pas, le fonctionnement, la gestion de ses activités. Si, jusqu'à ce jour, nous ne sommes pas encore saisis par la Ligue, ça veut dire qu'il n'y a encore rien qui soit projeté ou bien qui soit programmé. Et du moment où nous le serons, nous serons obligés, même pas obligés, je vous ai dit tantôt que c'est une mission régalienne, nous le faisons sans effort. Nous n'avons pas de disposition à prendre avant. Puisqu'il n'y a pas de problème, nous n'avons pas de disposition à prendre avant. Il faut déjà qu'on nous dise qu'il y aura championnat, qu'on ait, il y a des stades, il y a ceci, il y a cela, et qu'on tienne des réunions et qu'on dise ce qu'on va faire, qu'on se fixe des objectifs et qu'on se donne les moyens de les atteindre. Moi, je crois que c'est le plus simple. C'est vrai qu'il faut qu'on passe de l'amateurisme marron au professionnalisme. Malheureusement, nous sommes encore dans l'empirisme. Alors, monsieur le délégué, on va sortir par cette dernière préoccupation. On sait qu'il y a des ligues qui ont travaillé. Je ne vous demanderai pas quelle est la meilleure ligue, à moins que vous vouliez bien répondre à cette préoccupation. Et il y a des ligues qui n'ont véritablement rien fait au courant de la saison 2014. Alors, on sait qu'il y a des textes qui prévoient des sanctions pour des ligues qui n'ont pas travaillé. Alors, à votre niveau, qu'est-ce qui est fait? Nous attendons, je voudrais dire à l'attention des présidents des ligues sportives civiles et régionales qu'en en janvier 2013, l'instruction ministérielle mettait hors de fonctionnement toutes les ligues qui n'avaient pas fonctionné une année avant. Alors, nous sommes en 2015 et les élections, c'est en 2016. Il ne faudrait pas qu'en 2016, que des gens qui n'ont pas fonctionné viennent penser qu'ils voudront ou pourront, n'est-ce pas, organiser les élections. Ils n'organiseront pas. Ça, c'est clair. Donc, ce sera la sanction.
Mais avant ça, il n'y a eu aucune autre sanction. La sanction doit plutôt être fédérale. Parce que les ligues sont les démembrements des fédérations sportives. Ce sont les fédérations, et c'est pour ça que je dis, il faut que nos fédérations sportives aient des projets sportifs. Quels sont les projets sportifs des fédérations? Qu'est-ce que la fédération compte faire? Quand il y a des campagnes, on entend comme si c'est comme chez les politiciens, nous allons faire ceci, nous allons faire cela. Qu'est-ce que les présidents des fédérations ont projeté pour l'Olympiade 2013-2016? Nous sommes à mi-parcours de cette Olympiade. Est-ce que les fédérations sont en train de faire l'évaluation de cette activité qui avait été programmée? Bon, ben c'est de ça qu'il est question. Il ne revient pas au délégué régional de faire l'évaluation. Nous avons prévu une réunion avec les présidents des ligues, je crois le 23 ou le 30 janvier. Ouais. Oui, il sera question pour nous de commencer à tirer la sonnette d'alarme. Non seulement nous avons le bilan et leur demander leur programme d'activité pour 2015 et leur dire que 2016 arrive, il ne sera pas question de venir, n'est-ce pas, claironner, chantonner ou penser qu'on pourra vouloir se réinstaller ou bien s'investir ou postuler alors qu'on n'aura rien fait. Non, il n'en sera pas question, encore qu'il y aura une instruction. Merci, monsieur le délégué, d'apporter quelques éléments de clarification à ces points. On n'a peut-être pas la prétention d'avoir abordé tous les sujets concernant les ligues qui ont connu des conflits, les ligues qui ont travaillé. On souhaite tout simplement que 2015 soit une année de bonheur, de prospérité sportive dans la région du littoral. On vous souhaite également bien des choses, monsieur le délégué, tout en espérant que tout ira pour le mieux en 2015. Et merci d'être venu. Vraiment, nous souhaitons que très sportivement, la région du littoral sorte des sentiers battus pour ce qui est des disciplines qui sont à la traîne. Et c'est l'occasion pour nous ici de susciter l'intérêt et la motivation de tous les acteurs du mouvement sportif, n'est-ce pas, à investir et s'investir pour l'encadrement de la jeunesse, de manière à ce que le littoral aille le plus loin possible, pas seulement sur le plan national, mais aussi sur le plan international, comme ce fut le cas hier pour le kickboxing, le powerlifting et toutes les autres disciplines qui ont honoré le littoral lors de en 2014, différentes compétitions en 2014. Merci. Nous vous disons merci et nous disons merci à tous les auditeurs et une fois de plus, bonne et heureuse année 2015. Merci beaucoup. Merci monsieur le délégué d'être venu. On va prendre une petite transition, le temps de vous laisser partir et bonne soirée à vous monsieur le délégué. Non, merci beaucoup. Voilà la suite de Maxi Sport sur LTM Télévision après le passage du délégué régional des sports du littoral. C'est avec bien évidemment le Kung Fu Chou avec sur ce plateau l'un des acteurs de la discipline dans le littoral. Il s'agit bien sûr de Maître Paul Hualeux qui est instructeur du Kung Fu et qui bien évidemment est avec nous sur ce plateau pour nous aider à décrypter l'actualité de cette ligue. Et le président d'ailleurs, le délégué du sport nous rassure qu'il n'y a pas de ligue au niveau du Kung Fu Chou. Alors, monsieur Paul Hualeux, bonsoir et bonne année. Bonsoir, M. Safi, et bonne année à tous les téléspectateurs. Oui, le délégué a moi raison de dire qu'on n'a pas de ligue. Il y a de cela depuis 1 an et demi qu'on a déposé le dossier à la délégation. Bon, on a décidé de ne plus travailler avec la fédération compte tenu des différents conflits qui étaient le dualisme au niveau du littoral, donc, au niveau de la présidence. Alors, parlant de ce dualisme, où en êtes-vous aujourd'hui? Est-ce que la situation est décantée? Est-ce que les batailles se poursuivent au sein de votre ligue? Ou alors, je ne sais pas comment on va vous appeler dans le littoral, coordination, ligue ou alors association? Aujourd'hui, on a abandonné le champ et on a laissé à la fédération de prendre toute décision. Et bon, maintenant, nous essayons plutôt de travailler en termes de dons d'association. Donc, cette année également, nous allons essayer de travailler en main avec la fédération pour essayer donc de mettre les choses en marche. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que vous faites entre-temps? Comment est-ce que vous vous activez? Il n'y a plus d'activité dans les différentes régions et même au niveau littoral, tout est mort.
Oui, comme je l'ai dit, il y a de cela 2 ans et demi, nous avons décidé de ne plus tirer avec les autres, parce que nous, on travaille et les gens sont derrière pour vouloir mettre le désordre. Bon, alors, quel est le travail spécifique que vous faites entre-temps, étant donné qu'il n'y a pas d'activité? Non, nous, maintenant, puisque au départ, on a pris la vocation de former les instructeurs afin de les mettre dans les différents départements. Bon, la raison pour laquelle nous avons arrêté ce processus, c'est parce qu'il y avait des problèmes. Mais aujourd'hui, nous essayons simplement de travailler avec ces mêmes personnes et donc on continue encore à former. Il y a une nouvelle politique qui est mise en place pour faire décoller le Kung Fu Wushu à travers le Cameroun. Oui, aujourd'hui, la fédération a fait appel à certains membres anciens de la fédération, de la Ligue régionale. Au niveau national, maintenant, il y a un DTN qui a nommé par différentes régions, bien par différentes disciplines, dont les entraîneurs nationaux. Donc je pense que c'est par là que nous allons. Vous faites partie de ces entraîneurs, Maître Paul. C'est une promotion, il faut le dire ouvertement pour qu'on sache que c'est vous qui tenez désormais les commandes techniques de la fédération de Kung Fu Wushu. Oui, en passant, je remercie d'abord le président et le DTN, dont l'entraîneur, le président technique national, de m'avoir accordé d'abord ce privilège, parce que je pense qu'ils ont vu, à partir de mon travail depuis des années, bon, ils m'ont nommé cette année entraîneur national, donc je vais passer par là pour vraiment montrer au public ou bien aux pratiquants de Wushu ma volonté dans le travail. Alors la seule volonté ne suffit pas, vous allez travailler sur un projet bien précis, lequel? Oui, celui d'abord de commencer par l'harmonisation avec les différents entraîneurs des différentes régions. Donc nous allons, d'ici le 15 février, avoir une réunion technique qui va se dérouler ici à Douala même pour pouvoir, n'est-ce pas, voir dans quelle mesure est-ce qu'on va harmoniser les techniques avec les différentes régions. Donc, alors, vous avez du pain sur la planche. Aurez-vous des moyens pour faire le tour du Cameroun? Question de véhiculer votre message à l'endroit des entraîneurs? Pour les moyens, il n'y en aura pas, mais puisqu'on aime la chose, on va retirer de notre poche d'abord avant de voir ce qu'il faut faire. Le plus important, c'est de faire bouger le Wushu, c'est de faire évoluer le Wushu. Donc, on va mettre de nos propres moyens. Chacun va essayer de se déplacer. On va trouver des moyens de logement et tout. Mais c'est le plus important, c'est la technique qu'on va essayer de faire travailler, d'harmoniser avec les autres. Alors, sous d'autres cieux, on dira que vous travaillez pour rien, Maître Paul. Oui, on peut dire comme ça, parce que le Wushu, c'est-à-dire le Wushu, au fond, ne demande pas des moyens. Donc le plus important, c'est d'abord ta volonté à travailler. C'est d'abord pour ta santé. Donc, si vous constatez, beaucoup de gens disent toujours que mais vous ne vieillissez pas, et donc il y a d'abord cette forme de rajeunissement, parce qu'il faut être très athlétique, acrobatique pour pouvoir travailler. Donc pour cela, je ne pense pas qu'il faut beaucoup de moyens pour le moment. Bon, au moment où on va commencer maintenant à travailler en termes d'équipe, de former les équipes nationales, alors là, je pense que la fédération va trouver des sponsors pour nous permettre de faire des stages soit dans des grandes places comme peut-être, soit, je ne sais pas, Kibi, Limbe, Yaoundé, partout. Donc, alors, en quelques mots, comment se porte le Kung Fu Wushu au Cameroun? Non, je pense que sur le plan technique, parce que moi je suis technicien, je pense que sur le plan technique, il n'y a pas de problème. Les athlètes sont là, ils attendent seulement que la fédération puisse lancer et construire. Donc, tout le monde, je pense que sur le plan technique, tout va bien. Sur le plan administratif, ça cloche un tout petit peu. Non, alors, est-ce qu'on peut s'attendre? Ils sont déjà attendus. J'allais vous demander si on peut arriver à un compromis entre les différentes parties en conflit. Non, je pense pas, parce qu'il y a déjà il y a une partie qui a dit bon. Alors, Maître Bell et Maître Djongolé, est-ce que... Non, c'est ça, ce n'est même pas une histoire, il faut pas... C'était juste faut pas rêver. Voilà, faut pas rêver, voilà. Juste pour déranger. Donc, c'est bouclé cette affaire, les deux acteurs se sont retirés, maintenant il faut des nouvelles personnes à la tête du littoral. Non, pas les deux acteurs, le président et puis s'est retiré parce qu'il ne trouvait pas... le Maître Djongolé reste dans il reste, bon, mais il reste depuis 2 ans et demi, vous voyez, il n'a rien fait jusque-là. Bon, mais ce n'est pas le problème. On oublie et on essaie de voir l'évolution des choses. Alors, merci Maître Dualo d'être venu. On vous souhaite beaucoup de courage. Et un petit message à l'endroit des pratiquants du Kung Fu Wushu à travers le Cameroun. Oui, je veux simplement leur demander de respecter les lois du Wushu, comme on le dit, humilité,
respect, endurance, etc. Donc, surtout le courage. Donc, ils doivent apprendre à faire face aux défis qui en vaut la peine et surtout être brave. Voilà. Merci d'être venu. On va donc prendre une petite présentation. On revient sur ce plateau pour parler de football et précisément la CAN 2015 dont la phase finale aura lieu dans quelques jours du côté de la Guinée équatoriale. Voilà, la transition l'aura tout à l'heure. Le temps pour nous de vous annoncer que nous allons donc directement entamer avec le premier sujet sur la Coupe d'Afrique des Nations 2015. C'est bien la préparation de cette compétition du côté de la Guinée équatoriale et bien évidemment les différentes formations engagées qui peaufinent leur préparation. Le mois de janvier, début janvier précisément, a été choisi par diverses formations pour entamer le stage de préparation de la CAN 2015. Pourquoi cette période? Où est-ce que les équipes sont allées se préparer? On le saura dans ce reportage qui vous édifiera sur la préparation des différentes formations engagées. Du 17 janvier au 8 février 2015, les 16 nations qualifiées pour la Coupe d'Afrique des Nations de football prévue en Guinée équatoriale s'affronteront dans les groupes issus du tirage au sort effectué le 3 décembre dernier. En prélude à ce rendez-vous continental de football qui déchaîne les passions, les différentes sélections nationales ont choisi à raison cette période pour leur préparation. Généralement, les sélections choisissent ce moment-ci parce que la plupart des sélections africaines ont en leur sein des internationaux qui évoluent du côté de l'Occident. Et ceux-là, généralement, rentrent en trêve en fin d'année. Ils en ont pour quelques jours et reprennent les entraînements, puis les matchs de coupe et de championnat en début d'année. Évidemment que ces clubs-là ont besoin des internationaux africains. C'est la raison pour laquelle ils leur imposent presque justement cette attitude de rester, de jouer les matchs en début d'année pour se faire libérer, évidemment, en marge des 2 semaines requises pour la préparation. Les conditions de préparation parfois précaires en Afrique, certaines sélections préfèrent choisir l'Occident pour leur stage. Une situation souvent en déphasage avec les réalités climatiques africaines. La Côte d'Ivoire va à Abu Dhabi et évidemment que là-bas les températures sont en dessous parce qu'elles sont comprises entre 40 et 45 degrés. Ce n'est pas les mêmes qu'en Guinée équatoriale. Vous savez, il y a des sélections, notamment comme celle du Sénégal, qui ont commencé, qui ont, j'allais dire, choisi de se préparer au Maroc. C'est vrai, je le disais tantôt, les sélections ont beaucoup d'internationaux évoluant à l'étranger, notamment en Occident. Donc ils se disent donc qu'il ne faut pas leur faire baisser la température de suite parce que la plupart, ils sont restés longtemps, ils y évoluent. Je vais prendre le cas du Sénégal au Maroc, mais il y a des sélections également comme celle du Cameroun qui ont choisi de commencer le stage déjà à Yaoundé et ensuite du côté de Libreville. Pareil pour les sélections comme le Mali qui ont choisi Bitam, qui est une ville du Gabon. Donc le même climat prévaut parce que sur le plan climatique, évidemment, l'acclimatation, si je puis me répéter, est très importante pour ce genre de compétition. Pour cette 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football, toutes les sélections nationales vont avec à l'esprit de caresser le précieux trophée mis en jeu. Mais seulement au sein de certaines formations, des inquiétudes sont relevées, notamment les problèmes de primes, les cas de blessures et bien d'autres. C'est l'hécatombe des blessés au sein des sélections. On a vu au Cameroun, Laté et Congolo à haute. On a vu également des sélections comme l'Algérie, ils ont 2 ou 3 forfaits, des forfaits en cascade, le Sénégal, le Mali. Donc problème de blessures internes, évidemment, le véritable problème également, c'est le problème des primes qui est récurrent en Afrique. Mais sauf que cette fois-ci, on ne l'a pas trop rencontré. On l'a rencontré en Côte d'Ivoire, mais le problème, il est résolu. En Guinée équatoriale, les infrastructures devant abriter la Coupe d'Afrique des Nations de football sont prêtes et n'attendent plus que les sélections nationales et le public. Voilà la sélection nationale attendue, le public également, mais il se pose quand même quelques problèmes quant à l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations 2015. Les problèmes d'infrastructure et bien d'autres se posent à l'occasion de cette 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football confiée à la Guinée équatoriale, une compétition d'emblée confiée au Maroc et qui a donc décliné l'offre à quelques semaines seulement de son démarrage. On va donc suivre ces problèmes que pose la Confédération africaine de football et les pays engagés à quelques jours de la compétition. Le président de la Confédération africaine de football, Issa Hayatou, a perdu le sommeil à quelques jours du coup d'envoi de la 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football en Guinée équatoriale. L'organisation de la CAN 2015 est loin d'être un long fleuve tranquille pour l'instance continentale qui doit faire face à un nouveau problème. Le comité local d'organisation en Guinée équatoriale signale à toutes les 15 sélections qualifiées qu'elles prendront elles-mêmes en charge leurs moyens de transport et précisément les bus. Contrairement au système habituel où le pays organisateur reste le premier responsable du transport des sélections
sélections. Le motif avancé par les organisateurs de la Coupe d'Afrique des Nations 2015 est la chute du prix du pétrole. Du coup, c'est à la Confédération africaine de football désormais de passer à la caisse. Autre souci dénoncé par les pays qualifiés pour la Coupe d'Afrique des Nations 2015, l'état des infrastructures de la ville de Mongomo et des Bébéim. Est aussi déploré le manque de terrain d'entraînement à Mongomo, cette localité qui accueille le groupe C, réputé comme celui le plus relevé du tournoi. En Guinée équatoriale, on s'active pour être prêt avant le jour J. Logiquement, la Coupe d'Afrique des Nations 2015 devait être organisée par le Maroc qui a finalement décliné l'offre évoquant le virus Ebola. Le choix de la Guinée équatoriale pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2015 avait été critiqué par plusieurs observateurs du football africain pour la simple raison que ce pays a été disqualifié pour avoir aligné lors des éliminatoires un joueur non éligible, le Camerounais d'origine Thierry Fidjeux, dont la naturalisation n'avait pas été effectuée dans les règles de la FIFA. Par ailleurs, les autorités du pays prennent des mesures sanitaires pour ne pas connaître la propagation de l'épidémie Ebola. Ainsi, la Confédération africaine de football a demandé aux 16 sélections qualifiées pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2015 d'atterrir à Malabo pour des contrôles médicaux sur la détection d'éventuels cas d'Ebola. Le règlement de la compétition exige aux sélections d'être sur le site des compétitions 72 heures avant leur premier match. La Coupe d'Afrique des Nations 2015 ira du 17 janvier au 8 février. Voilà, dans 5 jours, les Africains vivront le plus grand rendez-vous continental de football en Guinée équatoriale. Il y a un événement qui se prépare à plusieurs vitesses. Et sur ce plateau, Emmanuel Marop, consultant permanent des émissions de sport RTM Radio, LTM Télévision, et bien évidemment communicateur sportif qui fait l'honneur d'être avec nous une fois de plus ce soir dans le cadre de Maxi Sport sur LTM Télévision. Emmanuel, bonsoir. Bonsoir à vous Saphir, bonsoir surtout aux téléspectateurs de Maxi Sport et merci encore une fois de me convier à ce programme. Alors ce soir sur ce plateau, nous aurons une charmante dame, ancienne footballeuse internationale camerounaise qui officie aujourd'hui du côté de la Suisse en qualité d'entraîneur de football. Elle nous fait également l'honneur d'être là dans le cadre de Maxi Sport sur LTM Télévision pour nous aider à décrypter l'actualité du football sur ses antennes. C'est un plaisir de recevoir sur ce plateau René Sylvie Kafoui qui a servi le Cameroun à sa manière et qui aujourd'hui travaille ailleurs. Et on espère bien qu'un de ces quatre, elle viendra servir son pays, le Cameroun. Bonsoir René Sylvie Kafoui. Bonsoir Safi, bonsoir aux chers téléspectateurs. Voilà. Bonsoir au quartier d'Eido et à ma famille à d'Eido qui me suit en direct. Bonsoir à tous les Camerounais. Voilà, merci. Vous êtes au Cameroun depuis quelques jours. Alors comment est-ce que vous retrouvez votre pays, le Cameroun, et cette patrie qui vous a presque tout donné et qui aujourd'hui attend de vous beaucoup de choses? C'est toujours un plaisir d'arriver au Cameroun. Ça fait chaud au cœur d'arriver sur sa terre natale, de retrouver sa famille, ses habitudes, les plats de chez nous. Ça fait Vous n'avez pas oublié votre million d'indolé, d'edo, poisson braisé et bien d'autres? Même le keleng. Tout à fait. Alors, on signale que vous êtes originaire de l'Est du Cameroun. C'est bien ça? Vous confirmez? Oui, c'est bien ça. Voilà, vous avez fait vos classes de footballeuse à Yaoundé, dans plusieurs formations. Vous pouvez nous en parler un peu? J'ai commencé au quartier de la Cité de la Paix à Douala avec des petits jeunes du quartier. Et après, je suis parti à Yaoundé suite à une affectation de ma mère qui travaillait pour la fonction publique. Et là, j'ai été détecté par le très célèbre Atanalu de Gonzague qui m'a fait intégrer le canon Phi de Yaoundé. Alors, comment ça s'est passé cette aventure avec le Canon Phi? Après le Canon, vous avez quand même joué pour d'autres formations avant de partir du Cameroun? Oui, après le Canon, j'ai aussi joué pour l'Orema FC et aussi pour Zurich de Loncac. Et après, je me suis envolé directement pour la Côte d'Ivoire où j'ai joué pour la Jeunesse Club d'Abidjan. Alors, comment ça s'est passé là-bas en Côte d'Ivoire? C'était génial, surtout ils sont très accueillants et j'ai eu la chance de tomber sur des encadreurs bien placés qui m'ont pris directement en compte et qui se sont bien occupés de moi jusqu'à ce que je parte de la Côte d'Ivoire. Alors, vous avez joué en Côte d'Ivoire et après la Côte d'Ivoire, vous avez mené une aventure en Occident. Est-ce qu'on peut en savoir davantage? Oui, après la Côte d'Ivoire, je suis allé en Asie où j'ai joué pour un club thaïlandais et après ce club, je suis allé à Singapour où il y a eu vraiment le déclic de ma carrière. Et parlez-nous un peu de l'évolution du championnat dans ces deux pays que vous avez eu l'occasion de fréquenter. Oui, c'est très développé quand même. Les équipes sont prises au sérieux. Les femmes, le championnat féminin est pris au sérieux. Et
c'est très encourageant et il y a des petites difficultés comme la langue. C'est-à-dire en Thaïlande, j'avais un petit peu de problème à parler thaï, mais heureusement, on parlait anglais là-bas. Et puis, comme j'ai dit dans certaines interviews, le football, ça se joue avec les pieds et non avec la bouche. Donc, il suffisait de jouer et convaincre les dirigeants pour que je puisse être intégré et m'en sortir. Alors, vous avez également joué pour le compte des Lions Indomptables du Cameroun. Vous étiez à l'arrière de l'équipe du Cameroun, vous avez joué comme arrière central de l'équipe nationale de football du Cameroun, c'est bien ça? Normalement, mon poste de prédilection, c'est défenseur. Je suis un stopper, mais je suis aussi polyvalente. Ouais. Donc, je joue un petit peu partout. Alors, comment on vous découvre pour l'équipe nationale du Cameroun? Il faudrait d'abord dire que j'ai fait les beaux jours du championnat camerounais. J'étais l'une des meilleures de notre championnat, ce qui fait que j'étais quand même déjà connue par notre public. Nous avons, il faut le préciser, quelques images de ce que vous avez réalisé, que ce soit au niveau du Cameroun ou à l'extérieur. On espère que Richard Biko nous permettra d'avoir ces images de René Sylvie Kafouy, qui a vraiment officié en tant que footballeuse et qui aujourd'hui officie comme entraîneur de football. Oui, il fallait. Donc, j'ai évolué ici. J'étais déjà connu du championnat par des encadreurs, par des dirigeants, aussi par le public camerounais. Ce qui fait que ça n'a pas été une trop grande surprise que je sois appelé à l'équipe nationale pour participer à la CAN féminine de football féminin en 2002 au Nigeria, à Warri. Et ça s'est bien passé. J'ai donné le meilleur de moi-même. J'ai été là, je suis venu, j'ai donné le meilleur de moi-même. Et comme toute joueuse, chacune a donné le meilleur d'elle-même, d'où on a eu les premières médailles continentales du football féminin du Cameroun. Alors, ce qui nous a fallu, la médaille de chevalier de l'ordre du mérite sportif, envoyée par le chef de l'État lui-même. Et c'est un grand plaisir, un honneur, une joie pour moi, mon entourage, ma famille, d'être parmi les premiers médaillés continentale de l'histoire du football féminin au Cameroun. Alors là, ce sont vos images du côté de l'Asie. Vous avez évolué avec deux formations et je pense que ça fait plaisir d'avoir ces images. Alors maintenant, est-ce que votre insertion à l'équipe nationale a été facile? Y a-t-il pas eu des conditions? Vous savez, c'est pas facile d'intégrer l'équipe nationale, mais on fait avec. On vous a négligé quand vous étiez au pays, il faut le dire. Non, je ne dirais pas ça. Je dirais qu'on m'a pas vite vu. Ouais. Et on a découvert vos talents plus tard. Oui, oui, mais il n'est jamais tard. Hein. Vous avez repassé les chemises des entraîneurs? Non, non, non. Vous n'avez pas fait, on vous a pas soumis à cette épreuve-là au sein de l'équipe nationale? Non. Vous suivez mon regard, vous comprenez un peu de quoi il est question. Oui, je vous comprends. Repasser les chemises suppose que vous allez mettre le fer sur la poche de la chemise. Et il faudrait que cette poche rentre pleine, madame. Je vous comprends, mais vous savez, c'est des phénomènes qui existent dans tous les milieux, dans toutes les sociétés, pour la plupart de chez nous. Donc, je ne vais pas directement accuser le football féminin. Je ne vais pas non plus dire que ça n'existe pas. Mais je préfère me retenir pour le moment. Alors, René Sylvie Kafouy, vous avez arrêté votre carrière de footballeuse. Aujourd'hui, vous êtes entraîneur de football. Comment est-ce que cela s'est passé, la reconversion? Vous savez, moi, j'aime le football. Le football m'a tout donné dans la vie. Alors, pour moi, rendre au football ou au Cameroun ce qu'il m'a donné, ce serait avec plaisir. D'abord, je sais que j'ai beaucoup à apprendre à la jeunesse. J'ai été à la place de ces jeunes-là. Je sais de quoi ils ont besoin et je sais que je peux leur apporter ce qu'ils ont besoin. Je n'ai pas faim. Je ne suis pas riche, mais je n'ai pas faim. Donc, je ne suis pas dans l'encadrement parce que je veux quelque chose. Je suis dans l'encadrement parce que je sais que je peux apporter beaucoup à cette jeunesse qui sera reconnaissante envers moi un jour, comme aujourd'hui je suis reconnaissante envers M. Atanalu de Gonzague. De regretter mémoire, il faut le préciser. Oui, qui est décédé aujourd'hui, qui n'a même pas pu boire un jus de ce que je gagne aujourd'hui. Alors que c'est grâce à lui. Il m'a détecté, il m'a formé, il m'a encouragé, il m'a éduqué, il m'a conseillé, il m'a même trouvé des lycées pour aller à l'école. Aujourd'hui, grâce à lui, je suis devenu quelqu'un. Alors j'aimerais aussi que les jeunes d'aujourd'hui profitent de ce que je peux leur apporter dans la vie, puisque je sais que j'ai beaucoup à leur apporter. Alors, vous encadrez quelle catégorie en Suisse? Toute catégorie, je suis entraîneur, toute catégorie.
Vous avez fait toutes vos classes d'entraîneur, telles que prévoient les règles de la FIFA? Oui, vous savez, être entraîneur, on n'a pas un seul diplôme pour être entraîneur. Et c'est comme à l'école, il y a le CP, le BPC, et ainsi de suite. Donc, je suis encore en chemin. Ce qui est sûr, j'ai déjà dépassé le premier, le deuxième, mais je suis encore en chemin, je ne suis pas encore arrivé au bout. Mais je suis déjà entraîneur de toute catégorie, puisque j'entraîne déjà une équipe professionnelle telle que le Young Boys, les 12 à 16 ans. C'est pas, on ne confie pas, surtout en Europe, on ne confie pas à n'importe qui une équipe professionnelle à un entraîneur s'il n'est pas compétent. Et en passant, j'ai fait les tests pour être entraîneur. Tout à fait. Et ça a marché. Alors, j'ai vu une image avec Samuel Eto'o-Fils. Quel est ce lien qu'il y a entre Samuel et vous? Monsieur Atanoli de Gonzague nous confrontait souvent en match amical aux équipes masculines pour nous rendre beaucoup plus vifs sur le terrain face aux équipes féminines. Donc, ce qui fait que les équipes masculines qui choisissaient, de temps en temps, il y avait l'équipe de Samuel Eto'o qui lui était avant-centre, moi j'étais stopper, alors j'étais chargé de mission sur lui, parce que c'est le stopper qui bat l'avant-centre. Alors j'étais chargé de mission, c'est à moi que l'entraîneur disait que arrange-toi à ce qu'il ne marque pas de but. Mais moi je m'arrangeais à limiter les dégâts parce que lui, il était déjà très fort depuis le bas âge. C'est une image de Mbappé Elvire. Qu'est-ce qu'elle vous rappelle cette footballeuse? Mbappé, c'est la deuxième gardienne. De l'équipe nationale de football. Elle était également avec vous à la CAN. Oui, elle était à la CAN. Et puis à côté d'elle, là, c'est Idelette Guadem, la vice-capitaine. Elle, je l'ai fait voyager, je l'ai fait monter en Suisse aussi. Elle est venue aussi en Suisse par mon biais. Aussi, elle est venue se chercher là-bas. Mbappé, qui est du côté de Bessengue, vous vous souvenez très bien. Elle a fait les beaux jours du football camerounais, que ce soit en club ou en équipe nationale. Très bonne gardienne, alors, aujourd'hui, quel regard posez-vous sur le football camerounais en général et sur le football féminin en particulier, avec ce championnat qui n'existe plus, les Lions qui gagnent et qui arrivent en finale et perdent, mais qualifiés pour le Mondial 2015 au Canada? Oui, l'image que j'ai n'est pas très bonne parce que je me disais qu'avec le temps, les choses allaient changer, mais je constate qu'on ne tire pas les leçons des erreurs qu'on commet. Tenez par exemple, si moi, je n'avais pas eu le parcours que j'ai eu, c'est grâce au football, grâce à ces encadreurs qui étaient là, qui pensaient d'abord aux sportifs avant de penser à leur poche. C'est grâce à ces encadreurs que, une comme moi, je suis arrivé à mon niveau. Pourquoi ne pas donner la chance à ces jeunes aujourd'hui, que ce soit au masculin ou au féminin, pour pouvoir s'en sortir dans la vie? Si le football était aussi négligé qu'il est aujourd'hui, je ne sais pas ce que je serais aujourd'hui. Parce que je suis ce que je suis. Grâce au football, il m'a ouvert les portes. Et puis, à l'intérieur des portes, j'ai su me battre à travers mon école et puis ma force physique, mes compétences. Mais j'incite vraiment les dirigeants, ceux qui sont là, ceux à qui le gouvernement a fait confiance, d'encadrer ces jeunes d'abord pour le bien de la jeunesse et du pays, avant de penser au salaire. Alors, un mot sur nos Lions qui vont aller défendre les couleurs du Cameroun à la Coupe du Monde 2015 au Canada, au mois de juin. Moi, je dirais aux Lions que... Les vice-championnes d'Afrique, il faut le préciser. Oui, je dirais aux Lions de se rappeler qu'elles sont d'abord des Lions, et que c'est la Lionne qui fait la chasse pour la famille, et qu'elles se battent comme il faut, qu'elles oublient un peu les problèmes, les petits problèmes du quartier, les petits problèmes des dirigeants d'administration, qu'elles fassent comme elles ont d'abord fait, qu'elles n'aient pas peur de la compétition. C'est comme à l'entraînement, c'est comme un match amical, c'est comme un match officiel. Il faut qu'elles sachent qu'elles sont les meilleures et qu'elles le prouvent sur le terrain. Je sais qu'elles sont capables. Il faut qu'elles y aillent jusqu'au bout. Et j'ai confiance en elles. Voilà, merci René Sylvie Kafoui. Vous allez rester avec nous sur ce plateau parce que nous allons aussi parler du football masculin tout à l'heure. Alors Emmanuel Marop, on a démarré avec bien évidemment la CAN dont l'organisation se poursuit. Ce sont les derniers réglages du côté de la Guinée équatoriale et bientôt les premières sélections déposeront le valise en Guinée équatoriale pour cette compétition en passant forcément par Malabo pour toutes les sélections. Virus Ebola contre virus Ebola oblige. Alors vous, quel est aujourd'hui l'état que vous faites des préparatifs de cette Coupe d'Afrique des Nations de football? Déjà, Saphir, permettez-moi quand même de dire un mot sur René. Vous avez le tapis rouge déroulé, Emmanuel. Vous m'honorez de faire un plateau avec elle, une ancienne Lyon indomptable. D'ailleurs, je me pose la question de savoir pourquoi elle ne joue plus au foot, tant elle n'est pas aussi vieille que ça. Elle aurait pu jouer je veux préciser, Emmanuel, qu'elle est mariée en Suisse et elle est mère des jumeaux. Donc, c'est déjà quelque chose de bien. On peut l'appeler Mani à l'ouest du Cameroun. Je ne sais pas comment on appelle la mère des jumeaux à l'est du pays. Il y a une appellation pour cela. Non, je ne suis pas au courant. D'accord. Alors, on vous appelle Mani à l'ouest du pays.
pays. Voilà, Emmanuel. Donc voilà, merci de cet intermède. Il faut dire qu'entraîner quand même le championnat helvétique, le championnat suisse professionnel, c'est 10 clubs. Ils jouent sous forme de play-off. Et justement, le club Young Boys de Berne qui est la capitale de la Suisse, c'est quand même un club assez huppé de la Suisse. Donc quand on s'occupe des moins de 16, ça veut dire forcément qu'on a du talent. C'était juste pour l'encenser en passant. Maintenant, vous me posez la question, vous me questionnez sur l'organisation. Il faudrait, à mon avis, Saphir, sans langue de bois, que les équipes africaines, que les 15 nations africaines, y compris celles de la Guinée équatoriale, justement, fassent avec. Parce que vous l'avez rappelé, vous le dites d'ailleurs à chaque fois, tant en direct qu'en faisant les papiers de journalistes émérites que vous êtes, que cette Coupe d'Afrique des Nations, on la doit, je vous en prie Saphir, on la doit au président Obiangema qui a sauvé la Confédération africaine de foot. Donc, à et qui a sauvé le football africain. Qui a sauvé le football africain qui aurait pu être délocalisé au Qatar parce que c'était là, à mon avis, le plan C. Parce que le plan A étant le Maroc qui désiste, le plan B la Guinée équatoriale, si elle n'avait pas été là, certainement, on l'aurait délocalisé au Qatar, ce qui aurait été un fait sans précédent pour le football africain. Donc il prend ça sur lui de l'organiser avec tout ce que cela comporte comme une organisation, dans ce sens que 2 mois pour préparer une Coupe d'Afrique des Nations, recevoir 15 nations de foot, vous conviendrez avec moi, Safi, vous qui en avez couvert, que ça n'est pas évident. Donc à partir de là, on doit faire avec. Et vous faites juste de le rappeler dans votre reportage, escale obligatoire à Malabo, Malabo étant la capitale de la Guinée équatoriale, en guillemets, bon, c'est vrai qu'il faut dire qu'en Guinée, c'était 6 mois Malabo, 6 mois Bata, mais il faut faire escale à Malabo compte tenu des infrastructures hospitalières qu'il y a là-bas pour contrôler ces nations-là qui partiraient de là-bas pour d'autres destinations, notamment Bata et Bébéine et Mongomo. Donc on doit faire avec. Et maintenant, vous faites aussi allusion, d'ailleurs, c'est vous qui le dites aussi, parce que vous avez fait des investigations dessus, Mongomo et Bébéine. Il faut rappeler quand même, et Bébéine, son stade n'a été inauguré que lors de la fête nationale de la Guinée en octobre dernier. Donc, il n'y avait pas, ça n'était pas fait. Ça n'était pas construit pour recevoir ce genre d'événement, mais on s'y oblige parce qu'il fallait sauver la CAN. Donc, pour finir, parlant de l'organisation, à proprement parler, il faudrait peut-être qu'on applaudisse déjà le président Obiangema, qu'on applaudisse le peuple guinéen, équato-guinéen, qui accepte de recevoir les frangins africains et qu'en fait, qu'on fasse avec. Vous l'aurez compris que ça nécessite beaucoup de moyens et évidemment, il ne pourra pas, je veux dire, le président Obiangema, transporter. C'est vrai que ça n'est pas lui qui le fait, mais la Guinée équatoriale ne pourra pas s'occuper du transport des équipes. On parle de la chute du prix du pétrole. La chute du pétrole, ça peut être un alibi, ça peut être un argument, mais comprenez que c'est assez lourd déjà comme ça de le faire, de supporter 15 équipes. Et bien, il va falloir s'y faire au moins pour une fois. J'espère que les échéances de 2017 et de 2019 au Cameroun ne seront pas comme ça parce que rappelez-vous quand même, le Cameroun a 5 ans quand même pour préparer cette organisation. Je pense qu'on va bien le faire parce qu'on se sera préparé 5 années avant. Alors, si Richard Bick peut bien nous aider, on aura quelques images des stades de la Coupe d'Afrique des Nations 2015. On va peut-être s'apaisantir sur le stade de Bata. Le stade de Bata qui a donc 40 000 places et qui va abriter le match d'ouverture de cette Coupe d'Afrique des Nations entre la Guinée équatoriale, pays organisateur, et le Congo-Brazzaville de Claude-Marie Leroy. Donc un match, là c'est le stade de Bata, 40 000 places pour cette compétition. Et on va également jeter un regard sur le second stade, c'est bien le stade de Malabo où les Camerounais vont évoluer, et bien évidemment avec la Côte d'Ivoire, la Guinée-Conakry et le Mali. Donc ce stade a une capacité de 20 000 places et il faut noter que le troisième stade est celui de Mongomo, ce stade qui connaît quelques soucis, c'est vrai qu'il n'y a pas de stade d'entraînement de ce côté. Donc ce stade a une capacité de 4 000 places et c'est le stade qui a moins de places pour cette compétition. Le stade des Bébéim, on l'a si bien évoqué tout à l'heure, compte 5 000 places et je crois que voilà les infrastructures qui vont abriter cette 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Alors René Sylvie Kafoui, une compétition comme celle-ci avec quelques difficultés, vous avez quand même l'expérience d'une Coupe d'Afrique des Nations de football version féminine. Alors aujourd'hui, lorsque vous regardez ce qui se passe chez les hommes, qu'est-ce que cela vous inspire en termes de commentaires? Je n'ai pas bien compris votre question. La question est celle de savoir, est-ce que ces difficultés que l'on rencontre au sein de cette, par rapport à l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations pourra vraiment faciliter la tâche aux différentes formations, le transport qui ne sera pas pris en charge par le comité d'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations de football. En d'autres temps, on mettait des moyens pour permettre à ces équipes de se développer, de se déplacer, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Chute du prix du pétrole. Alors aujourd'hui, comment vous analysez cette situation?
Moi, je félicite d'abord la Guinée pour la volonté, l'initiative qu'ils ont pris d'accueillir cette Coupe d'Afrique. Parce que quand j'ai appris que le Maroc avait désisté, je me suis dit, mon Dieu, quelle honte, quelle catastrophe. Mais encore chez nous en Afrique. Mais heureusement, le président Obiang Nguema a relevé le défi et il a montré qu'en Afrique, on peut être solidaire malgré tout. Et je ne suis pas surprise de ce genre de problèmes, de difficultés, parce que ils ont été prévenus à la dernière minute, ils n'ont pas eu le temps de se préparer. Quant aux fédérations, j'espère et je souhaite qu'elles seront assez solidaires pour pouvoir se tenir par la main. Donc, indulgence oblige à l'endroit de la Guinée équatoriale. Oui, et remédier à toutes ces difficultés de façon à ce qu'on puisse avoir une très belle Coupe d'Afrique. Alors, votre rêve, c'est quoi par rapport à cette Coupe d'Afrique des Nations? Mon rêve, c'est que pour une fois, les Camerounais puissent encore faire... que nos lions puissent encore nous faire revivre les moments de joie, de victoire, de trophées, de ce qu'on a vécu dans l'OTAN. C'est ça mon rêve. Maintenant, est-ce qu'ils vont y arriver? Là, c'est une autre question. Voilà. On espère que les Lions qui sont à la conquête du 5e titre vont nous faire rêver parce que ces enfants sont déterminés. Alors vous, quand vous regardez ces Lions évoluer, qu'est-ce que cela vous inspire? En tant qu'entraîneur, je trouve qu'on a beaucoup de talent. On a énormément de joueurs talentueux. On a des génies même au Cameroun. Maintenant, le reste, c'est de les détecter, de trouver, de mettre les meilleurs sur le terrain et de savoir dire ce qu'il faut à ces meilleurs-là. Tout à fait. Moi, je trouve que, par exemple, notre défense a un problème, un petit peu un problème de communication entre les joueurs. Ça ne se parle pas beaucoup. Et ça, on peut se faire surprendre d'un moment à un autre. La mauvaise gestion des fins de match au sein des Lions indomptables du Cameroun, une équipe qui mène et qui se fait rattraper toujours à la fin. C'est illustration contre le Congo démocratique à Yaoundé, encore samedi contre les Bafana d'Afrique du Sud. Oui, je trouve que le problème, c'est la communication. Les défenseurs ne se parlent pas. Surtout quand je vois des sorties du gardien qui se retrouve hors des 16, je trouve que c'est vraiment un manque de communication. Il faudrait que nos joueurs puissent se parler, même en dehors du stade. À moi, à toi, vas-y, se couvrir. Ça, c'est un point important. Et puis, en attaque, il faudrait que nos attaquants puissent cadrer les balles. Les goals sont tellement grands, ils sont tellement véloces, ils sont audacieux, ils arrachent les balles sur les pieds de l'adversaire. Maintenant, il faut concrétiser. Ça ne sert à rien de mettre les mains sur la tête. Ah, j'ai raté. Non, moi, j'aimerais voir ces mains-là en l'air. Dire que but. Alors, s'il me cadre au moins 5 balles et au moins 2 vont cogner la transversale, le gardien va prendre au moins 1 ou 2 vont entrer. Allez, l'analyse de René Sylvie Kafoui, c'est l'entraîneur qui parle sur les antennes de LTM Télévision. Emmanuel, vous allez commenter cette actualité tout à l'heure, le temps de parler des Lions indomptables du Cameroun qui connaissent pas mal de problèmes, mais il faut dire qu'avant ce problème, il y a des primes qui ont été promises aux joueurs de l'équipe nationale de football du Cameroun. 30 millions de francs CFA de primes de qualification pour cette Coupe d'Afrique des Nations de football. Ça, il faut dire que ça a donné du sourire à ces Lions indomptables. Voici un reportage qui nous permet de comprendre ce qui s'est passé avant le problème qu'on a vécu il y a quelques jours. Voilà, on va donc suivre ce reportage sur les Lions indomptables du Cameroun, les Lions et les primes. Donc les primes qui leur ont été accordées pour cette Coupe d'Afrique des Nations de football. Et c'était un moment de joie pour ces enfants qui n'avaient pas encore perçu le pactole. Et bien après, on a eu des problèmes. Alors on va suivre ce reportage. On croyait les problèmes finis au sein de la tanière des Lions indomptables du Cameroun. Que non, les démons sont de retour dans la maison et rendent l'atmosphère morose. Tenez, à quelques jours du démarrage de l'aventure équato-guinéenne, l'équipe nationale de football du Cameroun est confrontée à un sérieux problème de primes. Après le match amical de mercredi dernier contre la République démocratique du Congo, les joueurs mécontents ont manifesté leur refus catégorique d'embarquer pour Libreville au Gabon si leurs primes ne sont pas payées. Depuis leur arrivée à Yaoundé, Folkefink et ses poulains n'ont perçu ni la prime de présence au stage, ni la prime de participation à la Coupe d'Afrique des Nations 2015. Les promesses faites par les autorités camerounaises sont restées lettres mortes. Les 24 joueurs sont restés sans le moindre radis. Pourtant, un décret du chef de l'État signé en septembre 2014 organisant les sélections nationales de football du Cameroun définit clairement les périodes de mise à la disposition des primes des joueurs. Le refus d'embarquer des joueurs nous renvoie à la situation vécue avant la Coupe du monde brésilienne en 2014. Le programme des Lions indomptables du Cameroun prévoit
prévoyait le voyage de Libreville jeudi matin, mais face aux événements, il a été renvoyé à 16 h. Malheureusement, sans suite. Après la réunion de crise tenue entre Folkefinke et ses poulains, la condition sine qua non pour le voyage est le paiement des primes. Le voyage aurait eu lieu tard dans la nuit. Il importe de préciser qu'à aucun moment, les joueurs n'ont exigé une somme précise. L'État a décidé de la somme de 30 millions de francs CFA pour la prime de participation et les joueurs ont accepté sans contestation. Selon certaines indiscrétions, la concertation tenue au Premier ministère aurait abouti à une entente. Autre fait marquant de la tanière des Lions indomptables du Cameroun, c'est le rejet de la liste des 23 joueurs envoyés par le sélectionneur Folkefinke à la Confédération africaine de football. Et pour cause, la double identité de Jacques Zoua, attaquant des Lions indomptables du Cameroun, aurait été découverte par la Confédération africaine de football. Ce footballeur aurait évolué dans les catégories inférieures avec un âge et au sein des seniors avec un autre âge. Un acte qui ternit davantage l'image du Cameroun. En attendant la décision finale de la Confédération africaine de football, la pièce de rechange probable est le défenseur de Coton Sport de Garoua, Cédric Djengwe, recalé. Voilà, on va donc revenir sur un aspect des problèmes que les Lions connaissent au sein de la tanière. C'est le cas de la suspension de Jacques Zoua par la Confédération africaine de football. Un aspect qui a intéressé Willy Kak et qui nous fait le point. Le président de la Confédération africaine de football, Issa Yatou, a perdu le sommeil à quelques jours du coup d'envoi de la 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football en Guinée équatoriale. L'organisation de la CAN 2015 est loin d'être un long fleuve tranquille pour l'instance continentale qui doit faire face à un nouveau problème. Le comité local d'organisation en Guinée équatoriale signale à toutes les 15 sélections qualifiées qu'elles prendront elles-mêmes en charge leurs moyens de transport et précisément les bus, contrairement au système habituel où le pays organise. Voilà, Emmanuel Mahop, on va donc parler des problèmes au sein de la tanière, des primes promises aux Lions, difficile de payer ces primes, départ dans des conditions quelque peu tristes, mais départ quand même. Et puis le cas Jacques Zoua qui aujourd'hui ternit quelque peu l'image du Cameroun. Alors votre commentaire de ces deux actualités? Votre question se résume à deux volets. Déjà le volet prime dans un premier temps et le volet Jacques Zoua. Donc très rapidement, parlant du volet prime, j'ai envie de dire que le comité de normalisation qui représente la Fédération camerounaise de football, au lendemain de la qualification des Lions indomptables pour cette 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, avait déjà fait son projet, son bilan, j'allais dire, ce dont elle voulait sur le plan financier et avait remis acquis de droit au ministre des Sports, j'allais dire au ministère des Sports. Donc il revenait donc au ministère des Sports de voir le ministère des Finances pour que les sommes soient débloquées. Bon, je ne dédouane pas la Fédération camerounaise de football, du moins le comité de normalisation, mais ils ont fait leur boulot tant on sait que c'est au ministère des Finances de débloquer la situation. Bon, le ministère des Finances l'a fait, bon gré mal gré, un peu tard, mais au finish quand même, les Lions ont perçu leur prime, qui certains, dans le bus qui les accompagnait à l'aéroport. Bon, c'est encore une incongruité à la camerounaise, mais au finish quand même, les primes ont été versées, les primes ont été données. Donc là-dessus, on ne va pas revenir, ou du moins on ne va pas en faire une histoire d'État. Oui, mais Emmanuel, qu'est-ce qui explique tout ça? On savait que les Lions allaient voyager. Il y a un décret du chef de l'État qui définit le mécanisme de paiement de ces primes, que ce soit pour la Coupe d'Afrique des Nations, que ce soit pour les matchs amicaux, Coupe du Monde et bien d'autres. Mais pourquoi est-ce qu'on arrive à cette situation alors qu'on savait que les Lions iraient en Coupe d'Afrique des Nations? Deux choses, deux aspects pour répondre à votre question. Premier aspect, est-ce que c'est ce montant que la Fédération camerounaise de football voulait avait été budgétisé pour l'année 2015? C'est la première question que je me pose. Auquel cas donc le ministre des Finances, parce que ce qui fait problème, c'est que, ou du moins, ce qui a fait la lenteur de la remise des primes, si je puis m'exprimer ainsi, c'est que le ministre des Finances, Alamine Ousmane Meh, se décide ce jour-là de se faire accompagner ces primes-là qui sont en espèces par un des membres du ministère des Finances. Du ministère des Finances, évidemment, ou bien de la trésorerie, à la chute des Lions indomptables, j'allais dire au quartier général des Lions indomptables. Bon, justement, donc, à cet effet, le président du comité de normalisation, compte tenu du décret auquel vous faites allusion, se résout d'envoyer un des membres de la fédération pour percevoir ces primes et de les faire acheminer. C'est ce qui a fait problème. Donc, Alamine Ousmane Meh, compte tenu, à mon avis, je ne le défends pas non plus, je ne le dédouane pas encore moins, c'est que l'opération épervier qui sévit au Cameroun en ce moment dans notre pays... Vous ne faites pas peur à nos ministres? Non, je ne leur fais pas peur, mais c'est ce qui se passe, parce qu'il faudrait bien
qu'il justifie que l'argent est parti d'un point A au point des Lions indomptables. Donc il voudrait donc faire accompagner cet argent-là par un spécialiste du ministère des Finances. Mais le président du comité et le président du comité de nomination dit niet, le président de la République a décidé que désormais c'est à la Fédération camerounaise de football, après que l'argent a été débloqué, de gérer ça ou bien d'en assurer le dispatching. C'est ce qui se passe. C'est pour cela que ça a mis du temps à être décanté. Au finish, quand même, la Fédération camerounaise de football a eu gain de cause et l'argent étant arrivé tard, le dispatching donc a pris du temps et certains joueurs ont été primés, certes dans le bus, mais certes primés quand même. Alors, Kajakzoa, mais il se murmure en ce moment que certaines personnes tapent dans l'ombre, hein, ça c'est les dernières informations que nous avons, auraient mené cette enquête à la CAF, les personnes camerounaises de surcroît, au détriment, ça je le dis au conditionnel, de certains joueurs de la tanière des Lions indomptables, qu'ils auraient préféré être parmi les 23. C'est ce qui se dit, donc ils auraient réveillé ça pour que certains joueurs soient à la place, en lieu et place de Jacques Zoua. Bon, mais au final, si tel était le cas, ce serait encore une manœuvre à la camerounaise. Mais à supposer que ça ne soit pas ça, Saphir, bon, on a envie de dire que Jacques Zoua, c'est son agent, hein, c'est ce qui se dit aussi, qu'il aurait induit en erreur, parce qu'en lui faisant signer un contrat, il a oublié que Jacques Zoua, dans les années 2009, je dirais, avait joué au sein des sélections inférieures. Avec Alain Wabo de regretter moment. Et donc, les gens ont vu, ils voulaient l'amener à l'étranger et Jacques Zoua, qui en retour ne lui aurait pas dit la vérité, parce qu'en réalité, il aurait aussi fallu que Jacques Zoua, si tel était le cas, qu'il apprenne à son entraîneur qu'en réalité, j'ai fait mes débuts avec un âge X et maintenant l'âge Y que vous voulez. Alors, on parlera d'absence d'honnêteté du joueur. Oui, des deux côtés. Alors, René Sylvie Kafoui, deux actualités de la tanière qui nous intéressent et qui ne font pas honneur au Cameroun. Les problèmes de primes qui se posent alors qu'on savait qu'après la Coupe du Monde, on ne parlerait plus de ce genre de problème. Et les joueurs qui tripotent les âges, ce qui fait honte au pays. Oui. Non, ça, en attendant peut-être qu'elle prenne la parole, souffrez un peu, Saphir, je ne suis pas très d'accord. En réalité, on est en télévision, peut-être que je n'ai pas envie de dire certaines choses, mais ça n'est pas l'apanage, Saphir, des Africains. Les Sud-Américains le font, là, les Européens le font aussi. Donc, dans le football, c'est un peu cette manœuvre qui consiste, qui consisterait, ça je le dis au conditionnel, à avoir des âges un peu plus. Ce n'est pas nouveau, mais c'est malin qui peut aussi dans l'univers du football. Alors que René, Sylvie Kaflou, vous avez la parole. Oui, je dirais dans un premier temps que ce problème de primes, c'est le premier dont vous avez évoqué, que ce problème de primes déconcentre vraiment les joueurs. Et nos joueurs n'ont pas besoin de ça en ce moment. Je crois que ça a été un des facteurs qui nous a fait rater la récente Coupe du Monde. Pendant que les joueurs devaient se focaliser sur les problèmes qu'ils ont pour pouvoir gagner des matchs, des problèmes qu'ils ont au sein du club pendant qu'ils jouent, eux ils se concentraient sur les problèmes de primes, les petits problèmes du quartier. Et finalement, on a payé et ils n'avaient plus assez de concentration. Parce que je vous parle en connaissance de cause. Un joueur a besoin vraiment de toute sa concentration. Il a besoin d'être lui-même à 100% pour affronter un match. Parce que ce n'est pas évident de te placer, même qu'on chante l'hymne de ton pays, que tu saches que tu portes tout ton pays sur toi, même si vous êtes 11 ou 22. Tu as déjà besoin de tellement de concentration. Tu veux bien faire, tu veux bien jouer, tu veux donner un trophée à ton pays. Mais s'il faut encore que tu aies les problèmes, que peut-être tu n'as pas envoyé l'argent à la famille parce qu'on n'a pas payé les factures à la maison, et ce sont des problèmes qui ne devaient plus exister. Vous pensez que je fais à dessein au sein de l'équipe nationale du Cameroun? Est-ce que les gens auraient des intérêts particuliers derrière les primes de ces joueurs? J'en ai aucune idée. J'ai seulement été surprise de voir que c'est l'entraîneur... Emmanuel en sait quelque chose. J'ai été surprise de voir que c'est l'entraîneur qui dit combien doivent coûter les primes. Je ne sais pas, à ce que je sais, c'est pas lui qui sort, c'est pas lui qui sort l'argent, c'est pas lui qui signe pour ça. Pourquoi c'est lui qui est devant pour parler de ça? Ceux-mêmes qui sont chargés de ça, ils sont où? Il faut qu'ils viennent dire au public, aux joueurs et au peuple que, bon, l'argent, on va décaisser telle somme, 5 millions par match de qualification et tout ça. Quand on laisse l'entraîneur faire son travail, il a trop à faire maintenant. Moi, je ne serais pas en train de parler des primes maintenant pendant que je dois me concentrer sur mes joueurs et régler les problèmes dont je viens d'énumérer sur notre équipe nationale. Alors, un mot sur le cas Jacques Zoua, dont l'âge a fait l'objet de petit patouillage.
Moi, je dirais que je suis désolé s'il s'est fait prendre parce que... Il n'a pas été honnête envers son entourage technique. Ça aurait changé quoi? Peut-être quelque chose. On aurait peut-être étouffé l'affaire. Ce que je sais qu'il n'est pas le premier dans ce cas. Tout à fait. Et mais quand ça arrive, c'est malheureux. Oui, c'est malheureux. C'est dommage qu'il se soit fait prendre et j'espère qu'il va s'en tirer à bon point. Voilà, Emmanuel, les Camerounais, malgré ce problème, restent optimistes quant à la participation des Lions indomptables du Cameroun à cette 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Ils sont tous convaincus que le Cameroun rentrera avec ce trophée. Ce sera peut-être le 5e que le Cameroun décroche dans ce genre de compétition. On va donc suivre ce reportage qui parle des Lions et des Fans qui, naturellement, sont derrière leur équipe nationale. On va donc dans un instant revenir sur ce reportage qui porte sur les Lions et les Fans. Ces fans, les supporters qui restent convaincus que le Cameroun va décrocher son 5e titre continental en Guinée équatoriale, étant donné que nous sommes en pleine forêt équatoriale, nous sommes en Afrique centrale. Il est de bon ton que le Cameroun, n'est-ce pas, puisse, n'est-ce pas, rentrer avec ce trophée au Bercail. On va suivre ce reportage. Du sourire pour chaque lion indomptable à l'occasion de la 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football prévue le 17 janvier 2015 en Guinée équatoriale. Après des discussions entre les joueurs et les autorités chargées des primes des lions indomptables, chaque joueur est désormais fixé sur les montants qu'il percevra pour ce grand rendez-vous africain de football. Il ressort de l'entente que la prime de participation par joueur s'élève à 30 millions de francs CFA. On parlera désormais de la prime de qualification et non plus de la prime de participation. La somme de 5 millions de francs CFA sera versé à chaque joueur par match gagné au premier tour. Après cette étape, les primes iront graduellement jusqu'en finale où la prime de victoire serait de 25 millions de francs CFA. Il importe de préciser que ces primes seront payées par l'État camerounais aux joueurs et aux encadreurs, parmi lesquels Alphonse Tchami, le team manager des Lions indomptables du Cameroun. Les autres encadreurs autour de l'équipe nationale de football du Cameroun ne sont pas concernés. Cas du responsable de la sécurité. Ces encadreurs sont pris en charge par la Fédération camerounaise de football. 30 millions de francs CFA par joueur pour la qualification à la CAN 2015. Cela booste le moral des joueurs qui ont intérêt à mouiller le maillot pour le plaisir de leurs fans et supporters. C'est la première fois que les Lions indomptables du Cameroun bénéficieront d'une prime de participation aussi élevée au cours d'une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Pour rafraîchir la mémoire, en 2008 au Ghana, la prime de participation était fixée à 20 millions de francs CFA par joueur. Les primes de match étaient établies par objet, à savoir 15 millions de francs CFA en cas de passage au second tour, 8 millions de francs CFA pour la victoire en quart de finale et 10 millions de francs CFA en demi-finale. En 2010, en Angola, chaque lion indomptable avait perçu la somme de 25 millions de francs CFA de primes de participation. L'attitude des autorités camerounaises s'affiche comme une correction des querelles vécues quelques jours avant le démarrage du mondial brésilien en 2014. Ce triste souvenir est à oublier. Aux lions de jouer, de bien jouer et surtout de prouver. Voilà, on attend donc nos valeureux ambassadeurs à cette Coupe d'Afrique des Nations de football. Toutes nos excuses pour ce petit désagrément. Je crois que maintenant, avec le concours de Richard Bicot, on va suivre ce reportage sur les Lions et les Fans qui pensent que leur équipe nationale pourra gagner cette 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Et si c'est le cas, le Cameroun sera donc à son 5e trophée continental. Suivons plutôt. À quelques jours du coup d'envoi de la 30e Coupe d'Afrique des Nations de football en Guinée équatoriale, les fans et supporters des Lions indomptables du Cameroun ont déjà les regards braqués sur leur équipe nationale. L'effectif actuel est jugé efficace et les Camerounais croient fermement aux Lions indomptables qui ne vont pas en balade de santé à la CAN 2015. Tout ira bien, vu qu'on a essayé de tout renouveler. Et nous sommes de tout cœur avec cette équipe des Lions indomptables, notre équipe fanion, que nous aimons tant, nous, Camerounais. Et nous aimerions qu'ils arrivent plus loin. L'effectif actuel qu'on a, c'est un bon effectif. Je crois que, bon, on ne peut pas dire qu'on va remporter le soin, non. Mais je suis sûr qu'on fera quelque chose de bien. Et qu'on a rajeuni les Lions à 100% et c'est une nouvelle force qui monte en puissance. Décrocher le 5e titre continental est le défi que Volker Finke et ses poulains doivent relever. Ainsi, chacun doit pouvoir jouer sa partition en gardant à l'esprit que les Lions indomptables du Cameroun sont un patrimoine national et non un jeu. Les pouvoirs publics doivent absolument mobiliser les moyens afin que les enfants mouillent bien le maillot. Il y avait certaines personnes qui jouent avec l'équipe nationale comme si c'était leur affaire personnelle.
l'équipe nationale du Cameroun, c'est la fête de tout le Camerounais. C'est la fête de la nation. Alors quand tu portes le maillot là, sache que tous les Camerounais ont l'œil sur toi. Il faudrait que les Lions puissent aller à temps. Et surtout, ménager certains efforts et les efforts monétaires. L'instance dirigeante puisse mettre les moyens en œuvre, les moyens à temps. Les Camerounais, tous derrière leur équipe nationale, sont convaincus que le trophée viendra au Cameroun grâce à certaines individualités qui font la fierté du pays. Mon petit gardien qui suit dans les bois là-bas, à qui tout le monde d'ailleurs aime bien. Et Aboubakar, Vincent et tout le reste des coéquipiers qui vont faire quand même à part des choses. Avant on avait les lions, on continuait parce qu'on faisait avec ces lions. Ces lions étaient vraiment les lions morts, on a les lions vivants. Et que les lions qu'on a présentement, moi je suis convaincu que vous parlez à l'heure où vous parlez là, la Coupe d'Afrique rentre au Cameroun. Sans doute. Parce que l'équipe là est propre. Et l'entraîneur doit avoir une main libre pour lui faire le travail. Que les petits marous qu'on fait de gauche à droite dans l'équipe nationale qu'on arrête. Mais vous avez vu, durant la qualification, c'est qu'on a fait à la Côte d'Ivoire. C'est 11 joueurs, nous n'aurons pas 12, nous on aura 11. On continue la même continuité. Ce qui est sûr, avec ce qu'on a mis ce pied comme l'or, on va boire le matango avec la coupe là ici. Au soir du 8 février 2015, on fera peut-être la fête du football africain dans les rues du Cameroun. Voilà, on va dire merci à Christian Tanfou pour ces interviews. Alors Emmanuel, on retient quelque chose. On va boire le matango dans ce trophée de la 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Vous êtes convaincu que le Cameroun les Lions feront rentrer le trophée au pays? Le 5e Graal, comme le souhaitent les supporters, les fans des Lions indomptables. Mais il faut dire que le trophée ne le permet pas. Le nouveau trophée ne permet pas qu'on y rentre un liquide quelconque. Donc, mais tout compte fait quand même, si on arrivait à le remporter, ce serait bien sûr, d'autant plus que je finis par là que le sélectionneur, même Volker Finke, a souhaité, il a dit qu'il souhaitait déjà y partir le remporter. Donc, était-ce pour se mettre beaucoup de Camerounais avec lui pour fédérer ses efforts, ou bien le disait-il parce qu'il le pense, ou est ainsi? Donc peut-être qu'à l'issue de ça, les supporters ont pensé que, compte tenu du fait que l'entraîneur l'a dit, ça veut dire que c'est déjà fait. Mais entre le dire et le faire, Saphir, le fossé il est très grand quand même. Alors René Sylvie Kafoui, Titi Camara estime que la Côte d'Ivoire et le Cameroun sont les super favoris de cette Coupe d'Afrique des Nations. Vous pensez pareil? Les Lions pourront-ils décrocher leur 5e titre continental? On a tout pour pouvoir remporter cette Coupe d'Afrique. On a tout, on a de bons joueurs, on a de bons éléments. Il faudrait seulement qu'ils soient assez concentrés et qu'ils sachent qu'ils sont des lions et qu'on les attend avec la Coupe d'Afrique à la maison. Alors, Cameroun-Mali, votre pronostic? 2-1 pour le Cameroun. Cameroun-Guinée, Conakry? Je ne sais pas trop. Cameroun-Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire qui a pris 4 buts dans des éliminatoires à Yaoundé contre 1? Moi, je crois à nos lions. Je sais qu'ils vont gagner. Alors, Emmanuel Mahop, Cameroun-Mali? Il n'est pas évident de faire le pronostic. Allez-y, Emmanuel. Je voulais que vous répondiez d'abord. Oui, mais forcément. Alors, Cameroun-Mali, je vais vous obliger à le faire. C'est un jeu difficile. Ma posture de Camerounais. Ça va vous obliger à le faire, Emmanuel. Alors, Cameroun-Mali et Emmanuel Mahop, c'est le Camerounais qui passe, ce n'est plus le consultant. Là, je vais dire Cameroun, mais sauf que parlant de la Guinée et de la Côte d'Ivoire, leur dernier match, ils ont gagné par 4-1 pour la Guinée et 1-0 à Abu Dhabi. La Côte d'Ivoire a gagné, le Nigeria. Mais nos deux c'était pas dans un style... Évidemment, mais vous savez, ça bosse le moral et c'est un avantage psychologique pour les autres adversaires. Quand la Guinée-Conakry donne le pion au Maroc, à l'équipe espoir du Maroc, qui puisait, mais même quelle que soit l'équipe, vous savez, ces matchs de préparation justement sont faits pour finir une stratégie, une tactique, je suis d'accord. Le Burkina Faso qui lamine le Swaziland 5-1. C'est un avantage psychologique sur le Cap-Vert qui domine le Congo-Brazzaville 3-2. Quand nous on fait 2 matchs nuls qui puisaient avec la RD Congo et l'Afrique du Sud qui reviennent au score à chaque fois, comme pour dire, vous l'avez dit en introduction, qu'on ne sait plus contenir un résultat, ça risque d'être problématique. Même si l'aventure est menée par 1-0, et ça ferait trembler la défense. L'entraîneur le disait tout à l'heure, compte tenu du manque de communication, et c'est pas bien pour le moral, c'est pas bien pour le facteur psychologique. Il faut gagner par des low scores, même si c'est contre des petites équipes. D'ailleurs, notre match prochain jouera contre une équipe de première division gabonaise. Il faudrait bien qu'une équipe comme celle-là, qu'on la lamine pour qu'on ait un avantage psychologique,
pour la suite, j'allais dire le début de la compétition. Alors, on va, avant de sortir, donner rapidement quelques informations locales concernant la Ligue 1 qui va démarrer probablement le 25 janvier prochain au niveau du Cameroun, avec bien évidemment les équipes qui sont déjà en mouvement. On va commencer par les Asso Football Club de Douala qui ont repris le chemin des entraînements ce matin à 9h. C'était bien sûr au stade annexe Omnisport de Epanda sous la houlette du coach Richard Toa. Et puis on va noter que plusieurs joueurs feront leur entrée au sein de cette formation. Côté Union Sportive de Douala, on poursuit également les séances d'entraînement et de recrutement de joueurs. Et il y a bien sûr des joueurs annoncés qui viendront des différentes formations, notamment de Canon Sportif de Yaoundé. Donc il y a déjà quelques noms qui sont avancés. C'est le cas d'Atemengue qui vient de tourner avec Alara Club de Yaoundé et qui pourra bien sûr retrouver l'effectif de l'Union Sportive de Douala. On va aussi parler de la formation de New Star de Douala qui maintient Alice Bargafoué au poste d'entraîneur principal de cette formation. Donc il a travaillé avec Bonaventure Djonkep au sein de cette formation et Bonaventure Djonkep qui a appelé à d'autres fonctions, notamment entraîneur des Lions A' et entraîneur adjoint des Lions du Cameroun. Et puis on va noter que Coton Sport de Garoua poursuit, n'est-ce pas, sa phase de recrutement du côté de Garoua. Et il faut donc préciser que Coton Sport de Garoua a fait appel à certains joueurs de Canon Sportif de Yaoundé, notamment à Tangana et à Touba Yazid, le capitaine de Canon Sportif de Yaoundé. On parle également de Choualak, le capitaine et défenseur de la formation de Bambuto Zambouda, qui pourra évoluer avec Coton Sport de Garoua cette saison. Et puis on note aussi le cas de Djakwa, qui est un joueur de la Panthère Security de Garoua. On annonce également l'arrivée d'un Ivoirien au sein de Coton Sport de Garoua et bien évidemment d'un joueur qui nous vient de la Guinée-Conakry, qui va intégrer l'effectif de Coton Sport de Garoua. Et puis on parle du retour au Cameroun du jeune Mbaye Junior qui va évoluer pour le camp de Coton Sport de Garoua après son expédition pas du tout évidente du côté de la Côte d'Ivoire, blessure oblige. Il va donc rejoindre l'effectif de Coton Sport de Garoua. Il faut dire que pour parler de Mbaye, il arrive jeudi. Il arrive jeudi de l'Égypte. De l'Égypte. Voilà, oui, j'ai eu son père géniteur hier. Voilà, Alain Christian Mbaye. Alain Christian Mbaye, il sera là, voilà, jeudi prochain. Et peut-être pour réintégrer les effectifs de Coton Sport de Garoua. Et Coton Sport de Garoua qui va également puiser au sein de l'école de football des brasseries du Cameroun. On va poursuivre avec cette fois-ci la Dynamo Football Club de Douala qui a effectué sa rentrée sportive ce lundi du côté du stade Saint-Éloi de Camrail. Et puis on annonce des innovations au sein de cette formation. Donc le championnat 2015-2016 va se disputer. C'est l'occasion pour les jeunes footballeurs qui souhaiteraient évoluer au sein de la Dynamo Football Club de Douala, club de Ligue 2, de se présenter à ces différentes séances d'entraînement organisées par le coach Belibi. Et puis on va préciser qu'au sein de l'Union Sportive de Douala, après la rentrée sportive, c'est bien le coach Diallo Sioué qui va donc prendre les commandes techniques de l'Union Sportive de Douala en tant qu'entraîneur principal. Il aura donc pour collaborateur ou adjoint monsieur Ernest Abo qui vient de la formation de la Sport Academy de Limbé. On va aussi préciser que le coach Feuze Martin qui était chargé des gardiens de but a été mis à l'écart dès les premiers jours pour comportement désagréable. Et puis côté Bambotos de Mbouda, on va préciser que la tension est vive. Le bilan établi par les dirigeants du club n'ont pas plu à certains membres et on est quand même arrivé à une solution. On va maintenant parler rapidement de Canon Sportif de Yaoundé qui prétend recruter Libi Thomas. Libi Thomas, ancien lion indomptable du Cameroun, qui n'est pas encore précis quant à où déposer ses valises. Et il est également sollicité par la formation de Cosmos Djumbab, une situation qui ne fait pas plaisir aux dirigeants des Canons de Yaoundé, notamment son directeur général Soleil Diassa, qui estime que c'est une situation vraiment embarrassante. Mais pour l'instant, c'est l'ancien lion indomptable du Cameroun, Mabouan Kessa, qui va se charger de la coordination et même du recrutement des premiers joueurs pour cette saison sportive. Et puis l'autre formation qui a entamé ses recrutements depuis quelques temps, c'est bien l'équipe de Botafogo Football Club de Douala, club qui a bien sûr réussi l'opération de l'accession en Ligue 1 cette saison. Donc un coup de chapeau pour cette formation. Maintenant, on va préciser que du côté de l'Aigle Royal de la Ménois, tout va pour le mieux. Les entraînements se poursuivent. C'est donc depuis le 25, avant le 25 décembre dernier que Bamboto Aigle Royal de la Ménois a repris le chemin des entraînements avec bien sûr à la tête de l'encadrement technique le coach Louis Fernandez Fagna qui a évolué avec la Panthère sportive d'Undé et qui a également posé ses valises au sein de la formation
formation de Bambutos Bouddha avant de retrouver l'équipe de Aigle Royal de la Ménois, donc le coach Fania Fania, que l'on peut apercevoir en image et qui aura donc la lourde mission de conduire Bambutos Bouddha en première, j'allais dire Aigle Royal de la Ménois en première division. Et du côté de Bafoussam, Racine qui a accédé en Ligue 2 a donc commencé ses séances d'entraînement. Foufou de Baham également. Donc c'est la rentrée sportive dans la plupart des clubs de Ligue 1 et Ligue 2. Voilà, Unisport du Oncam également a repris les séances d'entraînement du côté de Bafan et on attend bien sûr la nouvelle recrue de cette formation. Voilà Emmanuel, on va se séparer. C'était un plaisir d'être avec vous ce soir dans le cadre de ce premier numéro de l'année 2015 de Maquis Sport sur IATM Télévision. Un plaisir partagé, Safir, vous le savez, à chaque fois que vous faites appel à moi, je viens, j'ai envie de dire encore. Mais parlant de Thomas Libi, quand même à titre informationnel, il se murmure qu'il est confirmé justement sa signature avec le Cosmos du Mbam. Donc comme pour dire qu'avec le canon, ça risque d'être mal parti pour les canonniers qui souhaiteraient la voir sur leur banc de touche. Alors Libi Thomas qui a donc signé pour la formation du Cosmos du Mbam, qui est une équipe africaine cette année, il faut le préciser. Voilà. Donc peut-être Libi Thomas vise un titre africain cette année. Ils joueront même contre une équipe de Kampala déjà dès le 13 ou le 14 février prochain. Donc comme pour dire que le Cosmos du BAM avait besoin de reprendre les entraînements plus tôt que les autres équipes, du moins celles qui sont engagées en Afrique, avaient le temps de reprendre les entraînements plus tôt que les autres. Alors, René Sylvie Kafoui, on va se séparer. Alors, c'est la première fois que vous participez à cette émission en direct sur les antennes de LTM Télévision. Vous retrouvez votre pays, le football féminin clopidant, le football masculin qui va à son rythme, les Lions indomptables qui vont se battre peut-être pour décrocher leur 5e titre continental. Alors, c'est un plaisir de participer à cette émission. Oui, un réel plaisir. Merci beaucoup pour votre invitation. Merci, chers téléspectateurs pour nous avoir suivis. Merci au quartier d'Edo qui me suit depuis que je suis dans les médias. Merci à la famille et puis merci à votre chaîne de télévision qui a bien voulu. LTM Télévision pour son invitation. Alors, et bonne année à tout le monde. Merci. Un message pour vos amis de la Suisse qui vous regardent. Je dirais que je suis de tout cœur avec le froid qui sévit actuellement. Je me sens bien au soleil. Ouais. J'espère que le froid me sera favorable à l'arrivée. D'accord, on espère que vous allez rencontrer les footballeuses camerounaises pour discuter des questions du football féminin avant de votre départ. Oui, j'espère aussi. C'est vrai que je suis très prise, mais quand l'occasion se présente, je ne manque pas de rencontrer mes anciennes coéquipières. Merci. Kunda Thérèse, tout ça là, ils sont là. Mbappé Elvire, que vous n'oubliez pas. Non, non, du tout. D'accord. Allez, merci René Sylvie Kafoui, c'était un plaisir de vous avoir. Vous êtes ancienne Lion indomptable du Cameroun, aujourd'hui entraîneur international du côté de la Suisse. Et on vous souhaite bien des choses et que votre carrière soit glorieuse. Voilà, c'est ici que nous allons mettre un terme à ce numéro de Maquis Sport sur LTM Télévision. Nous espérons que nous avons satisfait vos désirs ce soir. Si ce n'est pas le cas, nous ferons mieux à la prochaine édition. Merci à Richard Binke, merci à Christian Tanfou, merci aussi à Eugène Dibasso, bien que souffrant. Merci à toute l'équipe de production de Maquis Sport sur LTM Télévision. Je n'oublie pas nos rédacteurs, Willy Kak, Augustin Noula, et puis Moïse Bal, Félix Takam, et tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la réalisation de ce premier numéro de 2015 de Maquis Sport sur LTM Télévision. C'était un plaisir de vous avoir ce soir. Bonsoir et encore bonne année 2015. Au revoir.